Puis dans ce temps-là, quand le cinéma a commencé, ben il n'y avait pas du popcorn au cinéma. C'était nous au Pine, puis au Québec, puis au Canada en général, que Tom m'a dit, c'était des chips. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Pine de Sainte-Adèle. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Moi, j'ai été voir cette semaine l'excellent Meg 2. Yes! Puis... Oh my god. c'est pas bon, mais je trouve qu'ils sont allés d'une main morte un peu. C'était pas assez over the top pis niaiseux. J'aurais aimé ça plus. Je trouve que c'est décevant. Tu sais, moi, je m'attendais à avoir... oui, j'étais sûr que ça allait être mauvais. Mais je m'attendais à au moins avoir du fun. T'as pas eu de fun? Pas eu de fun. C'était honnêtement plate. Je te dirais que ben des clients ils l'ont aimé, le film. Ouais. Là, tu sais, Le premier, j'ai trouvé drôle. Je suis allé voir ça, puis j'ai ri tout le long. Puis c'est fun. C'est un nice party. Mais comment, le bout là où est-ce qu'il est dans le fond de l'eau là, à 5000 mètres. Oui, puis il enlève son masque. Il enlève ça. Tu sais l'histoire du sous-marin là, qui a implosé, là, qui visitait le Titanic, devenu une couple de mois. Il était à cette profondeur-là. Ouais, même plus creux, même. Plus Parce creux. qu'il était en dessous d'une thermo whatever qu'il appelle, là, puis genre c'est dans le fond de la Maria Trench. Ouais, c'est ça. C'est absurde. Fait qu'il était plus profond que ce petit sous-marin-là, puis ce sous-marin-là, il a implosé en, comme ils ont dit, genre un quart de seconde. C'est quelque ça. chose de même. Là, ils disent, le monde dedans, ils ont rien senti, ils se sont rendus compte de rien, c'est juste devenu noir d'une shot, genre, là, tellement que la pression est grosse. Mais Jason Statham, lui, il sort du sous-marin en nageant. Pas de masque, pas de suit, puis il nage. Mais il fait sa petite procédure de... Oui, il fait sa petite... Ouais, c'est ça, il se bouche son nez, puis il pousse par les oreilles, là, c'est... Ouais. Non, il est safe, c'est un professionnel. Puis ça, il fait rien. C'est un professionnel. Il sait comment. Tellement fait. Ouais, non, c'est pas... Mais ça me dérange. Ça, j'en aurais pris plus, à la limite. Tu sais, du absurde, du improbable. C'est pour ça que je vais voir ça. Mais là, la part du film, je crois que ils avaient peur de montrer leur CGI qui était vraiment laid. Genre, toutes les scènes dans le fond de l'eau sont tu sais, quand ils marchent dans le fond de l'eau, ils sont tout le temps OK, on va fermer les lumières pour pas attirer les requins. Mais ça les attire quand même. Puis dans le fond, les lumières fermées, c'est juste pour pas qu'on voit le CGI dégueulasse. C'est littéralement ça. Là. Mais le film, c'est un money grab. Là, le film, c'est un money grab. Il a quand même bien marché. Puis tu sais, moi, j'ai trouvé quand même le fun. Le film, il y a beaucoup de monde qui sont allés le voir puis qui ont aimé. Il y a une fille qui est venue au cinéma. Elle est venue le voir puis elle avait un tatou du requin de Shark's Tale. Lui de le Robert De Niro là, qui est le parrain de la mafia des requins là, tu sais, dedans. Puis elle l'avait en gros ici sur son chest. Puis elle avait très hâte de voir le film. Très hâte, elle était comme fully hyped là. Je suis content de savoir qu'il y a des gens pour ce film là. Oui. Tant mieux. Ouais. Mais s'il y a des gens qui sont contents, moi je suis content. Ouais. mais tu sais, le film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon divertissement. Puis c'était un film qui était facile à vendre, je trouve. Il y avait du monde qui venait des fois, puis il était comme ben là, que je devrais aller voir, tu sais, ben là, j'ai j'ai le Meg 2, c'est pis ça, puis le monde était comme le gros requin, hein, c'est ça, là, la suite du premier, ouais. Ben je vais aller voir ça. C'était facile à vendre. C'est pas... c'est genre le titre, tu sais très bien à quoi t'attendre juste en lisant le titre. En voyant le poster, tu sais ce que ça va être. c'est pas un risque d'aller voir ça. Puis Jason Statham, il joue bien le rôle. Le rôle qu'il joue, là, de tough guy. Moi, juste le poster, je le trouvais malade. Là, c'est écrit... je sais pas si je l'avais dit autrefois, mais c'est... New Shark, parce qu'à la fin du premier, l'autre il meurt. New Shark, Old Chum.
Ouais. C'est drôle. Ouais, ça, c'est quand même bien. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du cinéma. Fait que, pour ceux qui nous écoutent, il est trop tard. Ouais, non, c'est ça. L'épisode va être dans un bout, là. Il est trop tard, mais on fait ça. À chaque année, les cinémas, ça fait 2 ans qu'on Au steak, ça fait plus longtemps que ça, je pense. Non, on a commencé en même temps que... Ouais, okay. Je pensais qu'on avait suivi le train 1 an ou 2 après. Non, mais l'année dernière, ils l'ont annoncé... Il l'a annoncé un peu plus tôt aux États-Unis. Okay. Puis là, ils ont annoncé à notre association de propriétaires de cinéma. Ils l'ont dit comme 4 jours à l'avance. Là, fait que c'était vraiment très donné à minute. Puis ils ont dit comme, est-ce que vous embarquez? Puis là, eux, ils ont dit, ah, OK, oui, on embarque. Mais là, c'est juste pour ça que ça a paru un peu moins gros, mettons. Mais on l'a fait l'année dernière. Puis là, cette année, on l'a annoncé. C'est touchy, ça. Parce que ça, tu peux pas l'annoncer trop à l'avance. Parce que... Les compagnies de films, ils vont se retirer. First, ça se peut que oui, c'est ça. Il y en a qui vont se retirer. Puis. Tu sais, mettons que Dune était supposé sortir en fin de semaine. C'est ça. Il a dit, non, on va le repousser d'une semaine. Ça. Exactement. On va pas réduire nos profits. Fait qu'ils veulent pas le mettre trop d'avance. Puis, l'affaire, c'est quand tu le dis mettre trop d'avance, il y a plein de monde. Ça va juste faire un style d'engouement complètement ridicule de gens cette journée-là, tu sais. Mm-hmm. Fait que même là, on l'a vu cette fin de semaine, on a déjà 200 billets de prévendus aujourd'hui pour une journée qui fait beau comme ça. Puis c'est pas un gros week-end non plus. Ils vont jamais mettre ça un gros week-end. C'est quoi la grosse sortie dans la fin de semaine? Cette fin de semaine, c'était Gran Turismo qui est sorti. Ouais. C'est comme je dis, c'est pas un gros week-end habituellement. C'est ça. Fait qu'on a Gran Turismo, puis j'avais un film français qui s'appelle Néné Superstar. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait un autre, me semble. Bon. Pas mal juste ça. The Nun. The Nun 2, ouais, ça se peut. Il est sorti cette fin de semaine? Je pense que oui. Prochaine? Ouais. Je suis plus sûr. En tout cas. Je vois des annonces partout, là, je me Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on a... Fait que c'est ça. La semaine prochaine, c'est The Equalizer, qui devrait être une grosse sortie quand même. Moi, je sais plus par rapport à quel film qui va être vendu à 4$ en fin de semaine. Fait que ça, on peut pencher avec Gran Turismo. Honnêtement, je regarde toutes mes ventes, puis c'est très égal. Il n'y a pas un film qui domine les autres. Là. Chez nous, là, en tout cas, qu'est-ce qui va vendre le plus? Je sais pas ce que ça avait prévu faire aujourd'hui, mais si tu veux aller voir un film en IMAX, c'est là le temps. Ouais, ça va se vendre le même parce prix, que c'est tous les formats, tout, dans le fond, est à 4$ plus taxes. Fait que c'est quand même avantageux si tu veux voir. Tu sais, un IMAX, c'est quoi? C'est 25$ maintenant, je pense, un billet? Ah non, c'est pas cher que ça. 22? Ça fait longtemps que je suis allé voir du IMAX parce que c'est dur de savoir ce qu'il est pour de vrai. Là. Mais mettons AVX, qui est un peu ça, mais pas ça. Whatever, je sais pas. C'est dur de différencier c'est quoi qui est quoi. Là. Ouais. Mais c'est tout le temps entre 15 et 20. Peut-être avec les taxes, ça va monter à 22, comme tu dis, mais c'est jamais 25. Là, quand j'avais 22 plus taxes. Quand j'avais acheté des billets pour le actual IMAX des Galeries de la Capitale, que je suis pas allé finalement, c'était. Je pense que ça arrivait à 24. 24, ok. Ouais. C'est ça. Mais ça se promène, là, je pense, d'un cinéma à l'autre. Là, puis. Ouais, sûrement ça varie. Là. Mais oui, 4$, c'est un du bon deal. C'est un très bon deal pour aller voir un film IMAX. Fait que je sais que c'est eux qui se font ramasser aujourd'hui, là, surtout. Mais en même temps, ça dépend de ce qui est présenté en IMAX. En ce moment, je pense que c'est Gran Turismo qui est présenté en IMAX. T'sais. Fait que ça doit être... je l'ai pas vu, le film. Fait que ça doit être cool quand même, j'imagine, avec les prises de vue et tout. Là, mais c'est ça. Sinon... fait que c'est ça. Fait que c'est la grosse journée nationale du cinéma. Ce qui est le fun aussi de cette journée-là, c'est que ça nous permet de comme forcer les distributeurs à faire comme « Hey, on fait ça! » On s'amuse! Ouais. T'embarques! T'as pas le choix! c'est ça qui est le fun un peu là-dedans aussi, c'est que vu comme l'industrie au complet, tous les cinémas au complet disent oui, on le fait, mais là, tu peux pas avoir un Disney qui arrive et qui fait oui, mais là, c'est parce que nous, t'as pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es comme à contre-vent de l'industrie au complet, fait que soit qu'ils tassent leur film, tu sais, mais encore là, ils savent pas. C'est jamais la même date, right? C'est jamais la même date. L'année dernière, c'est proche du même coin, fait c'est tout le temps comme à la fin de l'été, début de l'automne. Dans un temps, tout le temps un temps mort un peu. Là. Tu veux pas avoir un week-end déjà loadé, puis là tout d'un coup, t'offres un rabais de fou à tout le monde pour encore plus remplir tes salles qui sont pleines, tu sais. Mais, mais c'est ça l'avantage. C'est ça qui est le
fun un peu pour moi, en tant que propriétaire de salle, c'est de faire ça, tu sais, de leur dire comme, ah ben regarde, c'est le même, puis tu sais, hey, what are you gonna do? Ouais. What are you gonna do? Puis eux, ils peuvent pas dire, allez chier, c'est pas correct, ils sont comme, oui, on adore ça, que nos films, ils font juste 4$ de profit. Célébrons tous ensemble la journée internationale du cinéma. Hourra! Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent, ben il est trop tard pour cette année, mais l'année prochaine, si vous voulez, comme je dis, voir un film en IMAX ou n'importe quel, ou en D-Box, n'importe les choses qui coûtent plus cher, ben c'est là le temps. C'est pas mal, tout le monde est embarqué. Cineplex est dedans aussi. Tout le monde est dedans. Guzzo aussi? Guzzo, je suis pas mal sûr que oui aussi. Cineplex, oui. Rendu, il serait perdant de ne pas le faire. Là. Il serait très perdant de pas le faire. Personne ne va y aller. Il serait très perdant de ne pas le faire. Mais j'ai le choix entre 4$ ou un prix régulier. Un prix régulier, ben c'est ça. Où est-ce que je vais donc aller? C'est ça. Puis c'est quand même assez... Ils ont bien fait la pub cette année parce qu'honnêtement, j'ai vu beaucoup de monde qui sont venus au cinéma juste hier, avant-hier, acheter des billets. Du monde qui viennent pas souvent au cinéma, tu sais, qui les achètent à l'avance pour ça, puis que c'est comme, c'est la journée à pas cher, là, hein, là, pis tout. Fait que tu vois que ça va chercher beaucoup de monde. Alors, si, mettons, qu'il le ferait pas, ben c'est sûr qu'il va tous ses employés vont tout ça faire dire, pourquoi vous le faites pas? Pourquoi, tu sais, fait que... Voilà. Mais tous les gros circuits américains, ils le font aussi, comme AMC, Regal, puis tout. Ils le font toute la gang. Fait que ça serait pas à son ça serait pas à son avantage. J'imagine que le cinéma du parc, puis le cinéma moderne, beau bien, tout le monde. Ouais, toute la gang, on embarque tout. Le cinéma à Rouen aussi. Puis à Val-d'Or, il le fait. Le Paramount, exactement. Ouais, il nous a écrit la semaine passée. Il a dit, tu le fais-tu? J'ai dit, ben oui, on le fait. OK. Ben lui, il n'y a pas de compétiteur, fait qu'il s'en crisse. Ouais, lui, il s'en tape un peu. Il y en a-tu un à Val-d'Or? Ouais, il y en a un à Val-d'Or, ouais. J'ai oublié comment il s'appelle, mais ouais, il y a un 4 ou 5 écrans, je pense, à Rouen, le Paramount, il y a 4-5 écrans aussi, je pense. Ouais, ok. T'as mentionné Dune tantôt, ben Dune a été reporté. Ouais, ça c'est à prévoir, même. Ouais, je me croisais les doigts, j'étais comme, ils ont peut-être fini de le shooter. Puis là, c'est sûr qu'ils ont fini de le shooter. Ouais. Mais c'est pour le marketing qu'ils le repoussent. Parce que là, leurs acteurs, qui sont, on va dire, il y a beaucoup de gros noms là-dedans, il y a personne qui peut faire la promotion du film. Ouais. Ça a l'air anodin comme ça, mais vrai, ça fait partie de leur contrat pareil. En ce moment, ils seraient payés full contract, mais ils n'ont pas fait la partie marketing du film. Ils peuvent pas se permettre de payer des acteurs à rien faire de même. Là. Ils vont repousser ça, puis c'est sûr que ça l'aide beaucoup la promotion. Tu sais, juste de voir, mettons Zendaya, elle va à Hot Ones sur YouTube. Là. Juste ça, c'est une grosse partie de promotion pour le film. Tu sais, c'est tout ça a l'air niaiseux, là, mais si... c'est important. Si t'ajoutes tout ça, là, le total, ça fait bien de la promotion qu'ils perdent s'ils peuvent pas le faire. Surtout ça, c'est Warner Brothers. Puis Warner Brothers, ils l'ont dit que ça fait partie de leur modèle de pub. C'est que les acteurs, ils carry le film pour eux un peu. Ils ont essayé de faire ça avec Black Adam. Ils ont essayé de faire ça avec... Mais le pire, c'est que ça a marché. Tu sais, ça a quand même marché. Black Adam, il a fait 150 ou c'est pas loin de 200 millions. Ouais. The Rock, il est très connu là, dans le monde. Là, puis si The Rock dit « Hey, allez voir mon nouveau film », mais s'il fait des petites grilles sur Twitter parce que son film n'est pas assez pogné, c'est moins hot. Ouais, mais il en a pas fait. Il y a beaucoup de monde qui l'ont poké puis qui ont dit ton film il a pas marché, haha, puis lui il répliquait. Il disait comme mais là regarde, Zachary Levi, lui, il a fait une méchante crise. Je sais pas si on en avait parlé la semaine passée. On a déjà parlé, pas le dernier enregistrement, mais dans un épisode à un moment on en a parlé. Ah oui, non, mais c'est ça, il avait fait. Ça, c'est quand son film venait de sortir, puis là, il avait fait une vidéo où est-ce qu'il disait au monde c'était quoi l'autre film? Il y avait John Wick qui était sorti en même temps. Ou la semaine d'après, genre, puis il disait au monde, s'il vous plaît, allez voir mon film au lieu de John Wick. Mais là, récemment, il a fait un autre vidéo qu'il a posté sur tous ses médias. Puis il dit au monde, genre, Hollywood, they make garbage movies. Oh, pas là. Puis, ouais, non, il a pété une salle latte, là. Il a fait comme, stop going to see garbage movies from Hollywood, puis nanana. Puis là, il a dit, c'était tellement hypocrite. Tu sais, il a dit comme... je veux pas passer full de temps sur ça non plus, mais il a littéralement dit les acteurs maintenant, c'est juste du monde qui sont moyennement populaires qui prennent pour aller faire des gros films. Je suis comme... C'est littéralement ton histoire à toi. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu sais, lui... T'as fait quoi avant? Il a fait Rapunzel, genre? Non, il faisait Chuck. Mais c'est lui qui a fait la voix dans Rapunzel du gars, le prince. Ah, c'est lui? Yep. Oh boy, bon. C'est pas récemment, il a dit aussi un live action, là, j'aimerais ça le faire. Oui, of course qu'il aimerait ça. Of course, ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, il a littéralement dit
genre, bro, t'es devenu connu avec la série Chuck, où est-ce que tu joues un gros niaiseux dedans, genre, pis t'es devenu un petit peu connu à cause de ça, pis ils t'ont pris pour faire Shazam, genre, tu sais, c'est pas nécessairement un mauvais acteur, mais crème. Genre, c'est exactement ce que t'es, genre, pis tu dis que c'est tout de la merde, pis Garbage Movies. Shazam 2, c'était pas trop fantastique, là, tu sais. Ouais, il serait dit pour un break de réseaux sociaux, le petit Zachary. Oui, il serait pas mal, mais lui, il a vu sa carrière disparaître d'un coup, lui. Ouais. C'est pas parce que le premier Shazam, je l'avais bien aimé. Ouais, on a déjà parlé aussi, mais je trouve que c'est un film très... C'est bon enfant. C'est ça, exactement. Ça se prend pas pour un autre. Ça retourne un peu à la souche de ce qui était un film de super-héros à la base. Hein, puis exactement. Ça fait quasiment du bien après tout ce qu'on a eu dernièrement. Oui, exactement, oui. Mais là, parlant de... on a Dune qui a été repoussé à cause de la grève. Le 15 mars 2024. Ouais, ça fait mal. C'est loin. Ça, c'était supposé sauver mon automne. Là, c'est vraiment poche. L'automne va être plutôt long, je pense. Mais bon. Là, c'est pas prêt d'être réglé, cette grève-là, parce que ils ont le WGA, le Writers Guilds of America, puis le Actor Guilds of whatever. C'est deux syndicats-là qui sont en grève. Ouais, le SAG. Le SAG puis le WAG. Ils ont fait une offre au studio. Ouais. Et puis le studio a refusé sous prétexte qu'ils ont peur que les autres régions du monde demandent les mêmes affaires. Ouais. Ah ben oui, that's the fucking point. Parce que là, si on vous paye comme du monde, il faut qu'on paye tout le monde comme du monde. Ben non. Ben t'as raison, hey, laisse faire. Ouais. Ils s'y attendaient. Ça fait partie des rondes de négociation qu'ils font. Ils pourront plus donner des dizaines de millions de dollars à leur PDG. Une petite mise à jour à ce niveau-là. Au moment de l'enregistrement, c'était pas arrivé encore, mais on a appris cette semaine que la grève pour les writers, les écrivains de Hollywood, les scénaristes, c'est réglé. Ils ont eu une entente, puis cette grève-là est terminée. Il reste encore les acteurs qui sont en grève, mais les writers, c'est terminé. C'est encore un problème de exec. Vraiment, c'est fou comment que... Dans notre monde, en ce moment, pas juste dans le cinéma, mais dans le monde en général, des Christy... Et les gars à la... Les CEO. Les CEO, mais les gars à la American Psycho, là, tu sais, les yuppies, là, les young, up and coming, whatever. Est-ce que c'est des pleins de marde? Ils ruinent tellement de choses, que ce soit dans le gaming, dans le ci, dans le ça, puis c'est tout pour leur profit personnel à eux. C'est ça qui est terrible, là. Ouais, t'sais. Mais... le système est fait comme ça. C'est tout le temps à double tranchant. Les gens qui sont fans de gros blockbusters, ils en auront pas si ces gars-là peuvent pas faire d'argent. Non, c'est ça. Le motivant principal de ça, c'est l'argent. C'est l'argent, ouais. S'ils peuvent pas avoir des retours sur leurs investissements, ils en feront plus, les films de même. Non, c'est ça. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Mais c'est pas... Il y a des gens qui aiment ça, ce genre de film-là, puis c'est correct. Puis ça me dérange pas qu'il existe parce que on a déjà parlé que ça permet de financer des plus petits films indépendants qui ont des concepts un peu plus flyés qui pogneraient peut-être pas. Mais sans ces gros films-là, c'est pas une industrie qui peut exister. Non, ça prend malheureusement des tonnes de marde en Tuxedo qui s'enrichissent sur le travail des autres. Là. Je veux pas, c'est ça que ça prend. C'est dommage, mais c'est ça. Mais... C'est vrai. Non, c'est vrai. Si les gens, les acteurs, les writers, ils s'opposent à ça, j'assume qu'ils sont conscients un peu que le modèle de Hollywood va changer en maudit, tu sais. Puis moi, comme j'ai encore une fois, probablement pour le mieux. Ça peut juste aller mieux. Je pense qu'ils sont à un rock bottom en ce moment. Oui. je pense que peu importe ce qui va arriver, ça va être pour le mieux. Même qu'on soit d'accord ou non avec les faits. Mettons qu'on dit moi je pense que les acteurs sont trop payés, je pense que les writers sont trop payés, ils n'ont pas raison d'être en grève. Peu importe notre opinion, ce qui arrive en ce moment, le chamboulement qui est là, à court terme, c'est pas le fun, mais à long terme, c'est pour le mieux. Oui, non, c'est nécessaire que ça se passe ça. Les actors, eux autres, c'est crucial. Là. C'est un cog très important qui a lâché. Les writers, c'est important aussi, mais il faut pas oublier une chose, c'est que les studios, ils achètent des scripts, eux autres, depuis des années. Ils ont des volts de scripts déjà écrits. Comme des malades. On en a parlé. Tu sais, c'est une autre réalité aussi, là, que souvent, c'est un peu triste, ça va péter à la bulle de ben du monde, mais tu sais, comme au Québec, ils sont comme « Ah oui, tel réalisateur, il s'est fait acheter son script » ou tel écrivain s'est fait acheter son script par Netflix. Wow, je suis comme... C'est pas une bonne nouvelle. Je suis comme... c'est exactement, c'est ça que je dis au monde. On disait... Ben, ça veut dire que ça sera jamais fait. Ça sera jamais fait, ou le jour que ça va être fait,
il va pas être impliqué du tout. Ben non, là, il va être sur un autre projet complètement. Exactement, là, tu sais, fait qu'il achète ça. Lui, il s'est fait un peu d'argent avec ça, tant mieux pour lui. Mais les studios, là, ils achètent tout, puis ils ont des bibliothèques, puis des bibliothèques de scripts. Fait qu'ils ont du gaz en masse, là, même si les writers, ils écrivent plus, là. C'est sûr que c'est quand même un segment important de la machine. C'est un segment crucial de la machine, là, sauf que ils ont en masse de gaz pour faire plein de films, puis plein de séries imaginables, là, tu sais. Sauf que là, les acteurs, non, là, tu peux pas faire de film. Tu peux pas faire de film. À moins que tu ailles full in avec les AI. Mais on n'est pas rendu là avec la technologie une chance, là. Puis on veut pas ça. On veut pas ça non plus. Je pense, tu sais, je veux pas parler pour tout le monde, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils savaient qu'un film était écrit par un AI, ils iraient pas le voir. Ça se peut. J'ose croire. En tout cas, j'ose avoir foi un peu à l'humanité pour dire qu'on supporterait notre propre espèce. Là, ouais, surtout quand tu parles des arts. Ben exactement. Si tu me dis que, oh non, les pauvres employés du sweatshop en Thaïlande, ils ont plus de job à être payés à 2$ à l'heure à fabriquer des souliers et à mourir. Ils se sont fait voler leur job par des robots. Ah ben, hey, hein, c'est-tu de valeur, tu sais, mais c'est le genre des films faits par des AI, je vais les pirater avec plaisir. Je vais pas payer pour. Je paierais pas, il y a personne qui était payé pour le faire. C'est-tu... Ouais, c'est ça. C'est un film qui serait supposé être gratuit. Ah, mais les pauvres execs. Les pauvres execs qui ont payé. Mais Secret Wars de Marvel... Secret Invasion. C'est quoi? Secret Invasion. Secret Invasion, excuse-moi. Il disait qu'il y avait... C'était quoi? C'était l'intro qui avait été créé par un AI? L'opening, c'est des AI-generated art. Pourquoi? Mais... ça marche. Je trouve pas que c'est pas une bonne idée. En partant, là, c'est comme tourner le couteau dans la plaie de la grève que lui en ce moment, que des gens justement ils craignent pour leur job à cause des AI. Quel dick move de la part de Disney. C'est vraiment pas une bonne idée politiquement parlant. Ça marche un peu avec le propos de la série. J'ai pas écouté, mais je connais l'histoire de Marvel de la race extraterrestre qui sont des shapeshifters. Ouais. L'espèce de voir un générique d'ouverture qui c'est comme des imitations d'êtres humains faites par un ordinateur, c'est comme déformé un peu. Tu vois Sam Jackson, mais c'est pas tout à fait lui, genre. Ouais. Ça marche avec le propos de ce qu'ils veulent raconter. Je comprends pourquoi que ça aurait pu passer comme une bonne idée. Mais ils n'ont pas pensé à l'impact que ça allait avoir, au message que ça l'envoie. Quelle mauvaise idée. Ils ont pas réfléchi comme vous, là. Non, vraiment pas. Moi, au pire, engage un artiste pour simuler du AI art. C'est ça, je me dis, ça va tellement être plus beau. C'est pas comme si t'avais pas une couple de milliers à garrocher un gars qui travaille dans son studio chez eux, l'indépendant. Ben oui, c'est ça, juste pour faire les intros. Puis Chris, c'est des comics. Ça vient d'un comic book, on peut-tu... Exactement. Moi, c'est ça que je trouve vraiment de mauvais goût là, dans le game, là, mais bon. Ça, c'est du streaming, c'est de la série, c'est de la bullshit. Je pourrais croire que ça passe quasiment comme un fuck you. Comme un fuck you. Aux artistes qui sont en grève en ce moment. Puis ça m'étonnerait pas. Ils sont assez petty pour faire ça. Si on a des élus politiques qui sont supposés être objectifs dans tout, qui font des petty dick moves, là, parce que leur ego est frappé. L'objectivité, c'est une chose. C'est la classe, l'élégance, puis genre l'honneur. Ce que les PDG de Disney n'ont clairement pas. Ben non, c'est ça. Fait que moi, juste dans le contexte politique qu'on a, juste la politique municipale, je sais pas si on en avait déjà jasé de ça, mais la fois que nous, au cinéma, fallait qu'on rénove notre façade de commerce. Je sais pas si je l'ai mentionné. Je sais pas si on a parlé dans le podcast, mais tu m'en as déjà parlé en vraie vie. Je peux le dire. Là, c'est une bonne histoire. Ça fait, j'ai eu un reminder là, récemment, ça fait 8 ans, je pense. Ou quelque chose de même, ton père avait écrit. C'est ça. Ouais. Fait que, pour mettre en contexte, il fallait rénover la façade du phase 1. Puis en ce moment... le phase 1, la devanture du cinéma, c'est un droit acquis. C'est-à-dire, on est très proche de la rue, on est directement sur le trottoir. Puis les nouvelles constructions peuvent plus faire ça. C'est plus à ce jour. Puis c'est pour ça que vous remarquerez, quand tu vas à Montréal, ils rénovent des bâtisses souvent, puis la devanture, elle reste toujours là. Tu sais, déjà vu, des fois, ils garochent tout à terre, sauf la devanture. C'est parce que si tu crisses la devanture à terre, ben là, faut que tu recules de 15 pieds la bâtisse. Tu peux plus reconstruire où est-ce qu'il est. C'est ça, si tu peux plus mettre ça où est-ce que c'était avant, même si la fondation est là, il faut qu'il y ait un mur ou whatever, tu sais. Fait que tu peux rénover, tu peux ci, tu peux ça, mais il faut juste pas que tu le sacs à terre.
Fait que nous, c'est la même chose parce que si tu le sacs à terre, ben tu perds justement un 15 pieds de ton bâtiment. C'est beaucoup, là, tu sais, quand même. Là. Fait que, anyway. Fait que ça pour dire que nous, ben on est très proche à la rue en avant. Donc, c'était le temps de rénover. Quand c'est le temps de rénover, ça veut dire que les gars, il faut qu'ils travaillent pratiquement sur la rue. Fait que ça veut dire qu'il fallait fermer une voie, tu sais, puis mettre des échafauds, puis tout pour que les gars ils puissent travailler comme il faut. Fait que là, ben, ça fait des années là, qu'on fait ça, là, tu sais, sauf que là, 8 ans de ça, quand on était dû pour le faire, ben là, on approche la ville encore. C'est normal, faut que les approches, faut que tu les mettes au courant. Tu peux pas juste arriver, mettre des échafauds, mettre des comptes, puis dire, tiens, arrangez-vous, là, tu sais. En effet. Avec ça serait plus simple, là, des fois, là, sauf que là, c'est ça. Là, on les a approchés, puis on leur a dit, OK, ben, faut faire ça. Puis, c'est plate à dire, mais le directeur de la ville de ce temps-là, c'était un absolu trou de cul. C'est un hostie de déchet, là, le gars, vraiment, là. Non, mais tu sais, puis ça, j'ai pas peur de le dire parce qu'il était haï par tout le monde. Il y a eu pour la première fois de l'histoire de Saint-Adèle, il y a eu des grèves des employés, puis tout. C'était un gars qui était vraiment, là, partout où est-ce qu'il allait, à tous ses meetings, il y avait tout le temps un avocat de la ville avec lui. Wow. C'est ce genre de gars-là, là, tu sais, là. Fait que, anyway. On est allé le voir, puis lui, il a dit, ben non, t'as pas le droit, t'as pas le droit de faire ça. Fait qu'on... OK, mais qu'est-ce qu'on est... De rénover ta devanture. Il a dit, ben, t'as pas le droit de faire ça de même. Tu peux pas fermer la rue. Non. Là, on a dit, ben ouais, mais c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. Puis il avait dit, ben non, nous, dans notre cahier de règlement, on peut pas faire ça. Tu sais, un gars de même. Il fait... On peut pas dire qu'il fait... Bon, moi, on m'a dit, il faisait mal sa job, là, tu sais, sauf qu'il faisait by the book, fait qu'il faisait rien de mal, en parenthèse. Ben ouais, il n'y a aucun jugement. Là. Sauf que là, t'arrives, tu te dis, ben, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Tu sais? Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Puis, naturellement, ben, il n'y a pas de solution. Tu sais, il n'y a pas de solution. Puis, ça, c'était notre situation à nous, mais il y avait plein d'autres situations dans la ville que c'était toutes des affaires similaires avec lui, tout le temps. Fait que... la situation de la Croix à Saint-Adèle, là, la gare, c'était lui aussi. C'était une grosse partie du problème, c'était lui. Il y a le gars de la Croix qui est un gros crise de problème aussi, mais t'as lui aussi qui est un méga problème, là, mais en même temps, il s'en fout, lui, Chris. C'est pas lui qui paye l'avocat, c'est pas lui qui fait rien. Anyway. Puis là, Tom, ce qu'il a fait, c'est qu'on avait une marquise avec des lettres dessus. Yeah, old school. Là. Old school, ouais, c'est ça, parce que tu pouvais mettre les films à l'affiche, puis tout le kit. D'ailleurs, il y a bien des memes puis des jokes de ça là, aux États-Unis, parce que des fois, t'as du monde qui vont puis qui rajoutent des lettres ou qui les enlèvent ou whatever. Là. Il y avait le Dunkin' Donut à Saint-Jérôme, qui avait fermé, puis il y avait une image qui avait fait le tour du Québec, c'était écrit « Mange mon whatever », là, tu sais, en dessous. Anyway. Tom, il était allé écrire sur la devanture, puis ça, c'était une grosse fin de semaine qu'il y avait un événement sur la rue Morin, il peinturait la rue Morin. Okay. Il y avait de la peinture sur la rue Morin, il avait tout fermé à la rue Morin. Du street art, genre, de faire. Du street art, c'est ça. Un festival de... C'est ça, ouais. Fait qu'il y avait beaucoup de monde qui allait. Tom, il avait écrit sa devanture en avant. Nous rénovons notre façade. Merci à la ville de nous compliquer la tâche comme d'habitude. Nice. Il avait écrit ça dessus. Puis écoute, ça a pris... C'était... ça, on a fait ça comme un vendredi ou un jeudi, quelque chose de même. Ils ont payé un staff, ils ont payé des employés overtime la fin de semaine pour qu'ils viennent nous voir, pour qu'ils viennent nous dire t'enlèves ça de là. Ooh. OK? Puis quand on a dit on dit ben non. Quelle loi tu brises? C'est ça, quelle loi tu brises tout. Ils ont envoyé un huissier. OK? Pendant le dimanche, pendant la fin de semaine. Là. Eux autres, ils travaillent tous pas le week-end habituellement. Ils ont envoyé un huissier dimanche pour dire qu'il faut que t'enlèves ça de là. Là, la même affaire, on leur dit... mais c'est en double. C'est ça, ouais. Oui, non, c'est ça. Avec là, les taxes des contribuables. Ah ouais, non. Il était super. Furieux, là. Mais furieux. Il a fait installer des pots, des méga gros pots de fleurs. OK? Mais tu sais, quand je dis gros, là, genre, c'est gros comme une Smart, là. OK? Ouais. Là, c'est un gros crise de beau. Qui est allé louer à une autre ville. OK? Ouais. Il les avait pas, là. Il a fait le tabarnak. Il a juste, dans notre parking, il a spreadé ça un peu n'importe où dedans pour nous bloquer des places. Il a pas le droit entièrement pas le droit de faire ça, là. C'est pas un endroit, mais c'était une erreur de « Ah ouais, mais les gars, ils se sont trompés, ils étaient pas supposés mettre là. De l'intimidation, là, pur et dur. Puis ça a coûté... Excusez notre devanture, c'est une erreur. On voulait écrire « Merci la mairie d'être nos amis ». Ben oui, c'est ça. On s'est trompé, on s'est pas écrit. Puis là...
sais, puis là, même, on a su, il est allé, ces pots de fleurs-là, il les avait même pas. Il est allé les louer d'une autre ville. Il est allé... Tu sais, là, faut que tu y penses. Le gars, il est arrivé dans son bureau, il a dit, le tabarnak m'a les faire payer, ces hosties-là. On va leur bloquer des places de stationnement, on va leur mettre des pots partout, on va fucker leur affaire. Comment qu'on va faire ça? Ben, on va mettre des gros pots. On en a pas. OK, va à telle ville. Il a envoyé des camions. Tu sais, là, ça a coûté plusieurs $1000, là. Ouais. Juste à cause de l'ego de ce monsieur-là à nos citoyens de Sainte-Adèle. Juste parce que ce monsieur-là n'était pas content. Là. Son ego avait été frappé. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que si un petit directeur de ville nul à chier peut être comme ça dans la politique, pouvez-vous imaginer comment qu'un PDG de Disney ou d'Universal ou whatever peuvent se comporter dans ces situations-là, là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dommage. Un Harvey Weinstein. Ça manque d'honneur. Ça manque d'honneur. Un gars comme Harvey Weinstein, comment tu penses qu'il va se pas de colonne, ça. En tout cas, bref, c'est mon petite histoire de ça. Là, par chance, on n'est plus pris dans cette situation-là. Ça s'est tout réglé. On a pu rénover notre façade. Il y a un nouveau maire. Ouais, ça, les maires ont changé. Les directeurs de ville ont changé aussi et tout. Fait que nous, par chance... ça va faire très mal, cette strike-là, mais comme très mal, là, je pense juste à un... ça ressemblait à ce qu'on a avec le COVID. Là. Ah oui, je veux dire, surtout les gros comme les Cinéplex, les Guzzo, les gros cinémas à 18 écrans, là. Bonne chance. Ça t'en prend du contenu. Là, on a la chance d'être au Québec, en plus, c'est qu'on a les films québécois qui continuent de sortir. Exactement. Une de chance. Et c'est ça, c'est exactement là que je m'en allais. Mais tu sais, encore une fois, là, tu sais, le Colossus Laval, là, son gaz à lui, c'est les Meg 2, puis c'est les Insidious, Roi Porte-Rouge, puis c'est les Nun 2. C'est ça, lui, qui c'est ça qu'il cultive depuis des années. C'est exactement. Il y en a du film québécois, ça roule quand même un peu, sauf que lui, il va avoir mal. Là, nous, par chance, on cultive ça depuis des années au Pine, fait que, comme tu sais, on va se faire supporter par les films québécois puis les films européens là, pour les prochains mois qui s'en viennent. Là, au début de la grève à Hollywood, voyons, j'ai un blanc. L'organisation québécoise qui subventionne des films, c'est SODEC. La SODEC a annoncé qu'ils ont subventionné 22 nouveaux films québécois à la production qui s'en vient. Bon, j'ose croire que c'est en réponse à la grève puis on dit on va en profiter. Nos artistes vont pas être accablés par les productions américaines qui s'en viennent tourner à Montréal, puis nos salles de cinéma ils vont être disponibles. Profitons-en pour mettre de l'avant notre industrie. C'est toujours ça, eux autres, le problème. J'ose croire que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, puis j'ose croire qu'ils vont continuer dans cette mentalité-là. Genre, vite, faites-en le plus possible pendant qu'on... Tout est à notre main. On a le trou, exactement. On avait déjà un gros automne de prévu dans les films québécois. Fait qu'il y en avait déjà beaucoup de prévus. D'ailleurs, c'est parce qu'il y avait tellement un gros été de films US qu'ils ont tout repoussé à l'automne, sauf quelques-uns. Là. Ben, cool. On en a eu quand même un peu. Là, mais le temps d'un été. Le temps d'un été, c'est incroyable. Il est encore à l'affiche. Il est sorti la même date qu'Indiana Jones. Indiana Jones, lui, il est dans le rack à rabais au Tigre Jaune. Ouais, c'est ça. Oh, pauvre Indiana Jones. Mais c'est ça, c'est incroyable. On a eu Les Hommes de ma mère qui est très bon aussi. Là, on a Une femme respectable aussi qui est très bon. Toupie, je peux aborder un sujet peut-être intéressant. Toupie et Binou a été un flop total. Il est sorti? Il est sorti. Ouais, il est sorti puis il est fini. tu l'as manqué. Ah non! Tu l'as manqué. Je pense que c'est un bon exemple de on fait un film pour enfants, mais 7-8 ans après que ça joue plus nulle part. Tu sais. Ils ont été lents là-dessus. Ils ont été très lents. Les kids qui regardaient ça, quand ils étaient en âge, écoutez, il y avait peut-être 6-7 ans. Là. Ils ont tous 15. Ouais, c'est ça. Puis ils ont tous 15, 16, 17 ans maintenant. Ils sont rendus à l'âge qu'ils veulent voir des films d'horreur puis des films d'action. Puis ce film-là, quand ils nous l'avaient montré au début, j'étais comme, bon, ok, oui, ça a un certain potentiel. Puis le film, il est bien fait, là, tu sais, ils ont les voice acteurs originaux dedans, puis tout, Marc Labrèche, puis tout le kit. Sauf que, il n'y a pas de following, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, ça a fini de jouer, comme je dis, il y a 8 ans, genre, là. C'est pas encore assez loin pour que ça soit nostalgique. C'est pas... genre, la cliente public cible sont plus là. C'est ça, ouais. Ils regardent les mignons. C'est comme quand ils ont fait le film Clifford the Big Red Dog, tu sais. Même affaire. C'est pas assez vieux. Moi, je lisais des livres quand j'avais 5 ans, je pense, là, mais
ça n'a jamais été aussi gros que Pokémon ou whatever. Maintenant, Pat Patrouille, ça, c'est bon, là, parce que c'est méga populaire. Là, il sort à l'automne, là. Puis là, il y en a ça, ils sortent le deuxième le 29 septembre qui s'en vient. Ouais. Fait que c'est ça. Là, c'est le temps de frapper, là, parce que crème, le following, il est là, puis le premier avait très bien marché aussi. Ouais. C'est une des rares fois que j'ai vu mon cinéma aussi jeune. Parce que, tu sais, il y avait des enfants de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans là-dedans. Par chance, le film, il durait 1h10. Là. Tout a été fait en conséquence c'est une jeune clientèle qui vont aller le voir, puis c'était fantastique. Le film, il est bon, tu sais. Ça suit très bien. Ils ont introduit un nouveau personnage dans le premier film aussi, que le chien rose. Ouais, toi et moi, on connaît zéro ça, là. Moi, je savais de connaître ça. Moi, je savais de le découvrir, je pense. Mais ceux qui ont des enfants, ils connaissent ça. Mais ils ont introduit un nouveau personnage dans le film, puis là, il est dans la série aussi, tu sais. Fait que ça, c'est bon, tu sais. Sauf que ça, Toupie et Binou, il y avait juste plus de following pour ça, puis on a décidé de faire le film beaucoup trop tard. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un autre épisode, mais ce que je reproche tout le temps au cinéma d'animation québécois, puis c'est pas tu sais, je suis sûr qu'il y a des bons films là-dedans, là. Je suis pas en train de dire que c'est des mauvais films, sauf que c'est des films qui visent purement de jeunes enfants. Ouais. De très jeunes enfants. C'est tout le temps des affaires genre la princesse et le poney. C'est pas... Papa Patrouille, c'est drôle ça, il y a un cheval, cheval princesse, je sais pas quoi. Exactement. Là, mais la Papa Patrouille, c'est pas québécois, là. Non, pas Papa Patrouille, excuse, Toupie Binou. Exactement. C'est ça, ouais. C'est tout le temps des affaires... Les films d'animation québécois, c'est tout le temps extrêmement juvénile, très enfantin. Il n'y a jamais de film qui s'adresse à tout le monde. Comme Pixar l'aurait fait à une certaine époque, ou Disney le font encore souvent. DreamWorks, par exemple. Ouais. L'animation, donc, nécessairement, notre public cible, c'est les bébés. Puis les bébés, ils vont pas au cinéma. Ouais, c'est ça. Il manque... je suis bien d'accord. Je suis content qu'ils en font plus, des films pour enfants. Mais non, parce que ça aussi, on a déjà parlé. Ouais, la manière d'aller chercher notre auditoire adulte pour qu'ils aiment les films québécois, c'est d'aller les chercher quand ils sont enfants. Exactement. Puis leur proposer du contenu québécois pour enfants. Mais rend pas ça brain dead non plus. Là. Non. Faut pas sous-estimer les enfants. Les enfants sont pas des idiots. Ils sont capables de comprendre des concepts plus loin que le poney magique. Ça, ça va plus loin que ça, un enfant. Là. Oui, c'est beau les couleurs, mais ça prend quand même un peu de substance. Puis en plus, ça va donner le goût aux parents d'aller le voir. C'est ça l'essentiel. C'est les autres qui décident au bout de la ligne. Là. C'est ça l'essentiel. Tu sais, c'est les parents qui décident. Ouais, ça c'est au niveau des scripts, au niveau des histoires racontées. Il y en a des bonnes, mais ouais, je suis bien d'accord. Ça fait un petit peu télévision, des fois. Un petit peu film télévision. Ça fait Télé-Québec à 2h du matin. Ouais. Pas 2h du matin, mais genre à 8h le matin, les parents dorment encore, puis le petit va allumer le TV tout seul. Là. On en a eu des bons quand même, là, tu sais, admettons la guerre des trucs animés. C'était un bon... Tu sais, il était allé bien chercher la morale du premier film, puis on fait ça pour les plus jeunes aussi. Fait la course des trucs après aussi. C'est sûr, je suis pas le public cible du film, là. Fait que, exactement. Encore une fois. Moi, je suis supposé avoir envie d'avoir une animation aussi. C'est pas supposé retirer des gens de l'équation de même. Justement, c'est un des rares médiums qui peut aller atteindre tout le monde. Puis ils le font pas. Ils le font jamais au Québec. Aux États-Unis, ils commencent dans les dernières années à faire des films d'animation qui s'adressent à un public plus vieux, genre les Spider-Verse, qui sont des énormes succès. Ça commence à peine. Puis Guillermo del Toro, lui, il arrête pas de parler de ça. À chaque fois qu'il gagne un Oscar, il arrête pas de dire l'animation c'est important, faut qu'on mette ça pour les adultes aussi. Et un peu ironique considérant que son dernier Pinocchio, il est pour adultes parce qu'il y a des thèmes dark, mais on s'entend les chansons, là, c'est digne d'une comptine pour enfants. Là. Au Japon, 60% du divertissement qui est créé, c'est de l'animation. Puis il y en a pour tous les goûts. Adultes, matures, enfants, jeunes adolescentes, adultes de 30 ans, de 20 ans. Il y en a littéralement pour tout le monde. Ils ont compris ça, ça marche au bout. C'est une énorme industrie. Tu as un studio d'animation à chaque coin de rue là-bas. Là. Ça n'a aucun sens. Ici, on a bien de la misère à comprendre ça. Là. C'est des dessins animés, donc c'est pour les bébés. Oppenheimer? Ouais. Tu l'avais déjà vu, non? J'ai vu la semaine passée. Ah ouais? J'étais sûr que tu l'avais vu. Non, les deux Charles, ils l'avaient vu. Non. Mais toi, tu l'avais pas vu encore? Charles Parisi l'avait vu, moi j'ai pas vu.
Je l'avais pas vu encore. Okay, je vais aller voir la semaine passée. Moi aussi, je l'ai vu. Nice. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, premièrement, j'ai été le voir au Scotiabank. Il l'avait en 70 mm. Nice. Mais pas le IMAX 70 mm. Parce que c'est comme ça qui est le format original qui a été filmé, c'est IMAX 70. Il y avait IMAX ou 70. Est-ce que tu penses, parce qu'on l'a abordé un peu l'autre fois, que ça valait la peine qu'il soit en IMAX? Comme j'ai répondu l'autre fois, c'est pas à moi de dire si ça vaut la peine ou pas. C'est la vision du réalisateur. Moi, je veux voir la vision du réalisateur. S'il veut que ça soit filmé de même, que ça soit présenté de même, le plus possible, je veux le voir dans la façon dont il l'a filmé. Peu importe. Ça vaut-tu la peine ou pas? C'est vrai que c'est des scènes de dialogue, mais ça reste que la composition de l'image a été travaillée pour que ça soit en IMAX. Fait que moi, j'aurais tendance à dire que oui. C'est comme si tu me disais, ça valait-tu la peine que tu ailles à un autre cinéma pour le voir en anglais au lieu d'en français? Ben, la vision originale, c'est que le film est en anglais. Je vais pas voir une version transformée pour aller chercher une autre clientèle. Je veux voir le produit le plus peu possible. Oui, pour moi, ça vaut toujours la peine. Absolument. Je suis d'accord. Mais je trouve parce que si on associe IMAX à explosion puis spectacle, ben là, c'est vrai, là, c'est pas ça, Oppenheimer. Malgré qu'il y a une explosion. Mais genre, obviously, il y a une explosion dans Oppenheimer. Mais c'est pas que ça, le IMAX. C'est un format d'image. Puis si le réalisateur il a choisi ça, ben je veux voir ça. Ouais. Légitime. Moi, je trouve quand même que ça devait être soit Mission Impossible, qui est en IMAX en ce moment, ou même je trouve que Barbie, il a sa raison d'être en IMAX aussi. Je trouve qu'il y a des beaux... Mais c'est quoi la raison d'être du IMAX sur toi? Moi, je trouve qu'un IMAX, pour le justifier, il faut que tu aies des grandes scènes, il faut que tu aies des grands foresight, il faut que tu aies des grands moments. Moi, je trouve que c'est ça qui justifie un IMAX. Parce que quand il travaille sur sa cinématographie, sur ses décors, sur sa manière de mettre en scène, on s'entend, il avait déjà choisi à ce moment-là d'utiliser IMAX 70 mm. Ah oui, il est fait tout comme ça. Exactement. Il est fait tout comme ça. Ça a été travaillé. C'est le poster child de IMAX. Ça a été travaillé pour ce format-là. Ouais. Et moi, je veux pas aller voir une version crop. C'est tout comme je veux pas regarder un film en 4:3 sur une TV cathodique. Je veux avoir le widescreen. C'est la même affaire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, as-tu aimé le film? Oui. Oui, j'ai à ma grande surprise. Parce que j'ai une couple d'amis qui étaient allés le voir qui n'avaient pas bien aimé. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, j'ai privilégié le 70 mm IMAX parce que c'est rare qu'on ait de la pellicule. J'en ai profité pour aller voir ça. Elle était pas, comme tu as dit, elle était pas très bien entretenue. On a parlé de ça avec l'épisode que ton père est venu. Pendant la première 20-25 minutes, il y avait une strip noire dans le côté gauche de l'écran. Ouais. Ça paraissait, c'était pas très beau. Mais ça fait partie du charme. T'sais. C'est ça. C'est ça que je voulais. Je voulais aller voir la pellicule, j'ai eu ma pellicule. Mais bref, pour le film en général, oui, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'on m'avait décrit comme étant très long et pénible. J'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. C'est fascinant comme histoire. Vraiment. Oui. L'histoire est fascinante. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui doivent trouver ça dur. Parce que, honnêtement, c'est extrêmement géopolitique, le film. Très lourd politique américain. La critique que j'ai au film, moi j'adore l'histoire, j'adore la politique, je connais l'histoire du 20e siècle super bien, je connaissais vaguement l'histoire d'Oppenheimer, mais maudit que c'était tough à suivre. Ça faisait, tu sais, là tu pars, le film commence en 1928 à peu près, quand il est jeune étudiant, ça termine en 56 à peu près, il n'y a pas une fois que ça dit la date. Puis là, il y a du noir et blanc en plus. Puis là, quand il y a du noir et blanc, ça ma blonde, Gabi, elle l'a saisi vite. Elle dit, ben là... C'est après la bombe. Ça, c'est après la bombe. Là, j'ai fait, ouais, OK, mais automatiquement, tu disais noir et blanc, ça veut dire avant, tu sais. Mais j'ai trouvé... Je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à suivre. Je comprends que c'est justement, moi, je trouve que... Je trouve que c'est une faute. Nolan, il est très bon. C'est un bon scripteur. Il est très intelligent, le gars, mais... C'est tous des films que si tu vas les voir en regardant ton sel en même temps, ou bien si ça t'intéresse pas vraiment, tu vas rien comprendre. Tu vas rien. Toute la gang. Tu manques un petit bout, là, t'es comme... C'est ça. Même son Dark Knight, qui est son film le plus accessible, malgré tout, c'est un film qui a quand même bien des aspects que si tu manques un bout, ça va dégringoler. Une phrase de dialogue, là. C'est juste ça. Juste mettre des dates en bas. C'est pas des films accessibles, mais quand même, faut croire, parce que Oppenheimer, c'est pas planté, là. Il a fait bien de l'argent, là. Il était populaire.
Il y a des bonnes reviews en plus. Puis justement, moi je me suis fait dire que le film, mes amis qui l'ont vu, qui l'ont pas aimé, ils ont dit que c'était comme un peu la page Wikipédia sur Oppenheimer. Je suis pas d'accord du tout. Parce que justement, les scènes en noir et blanc, c'est après la bombe nucléaire, ça marche tellement avec le propos du film. Spoilers, la conversation... La bombe, elle explose. Ouais, la bombe, elle explose. Mais tu sais, on le voit, sa conversation au début du film qu'on voit avec Einstein sur le bord du lac, puis qu'Einstein s'en va comme fâché un peu, on se dit, il a été arrogant avec... Qui est comme Memento. C'est un retour au milieu du film. Exactement. C'est ses structures, sa chronologie mélangée comme d'habitude. Mais le propos de ça, c'est que quand il parle avec Einstein, on pense, il a été arrogant avec lui, c'est le jeune scientifique qui commence à monter, puis qu'il s'en fout un peu de l'ancienne génération. On peut penser que c'est ça. Mais non, ça revient plus tard, des années avant, il disait à Einstein, j'ai peur qu'il y ait un effet domino, puis que ça nous détruit tous. Puis c'est ça qu'il lui dit à la fin, c'est arrivé. D'une certaine façon, c'est arrivé. La fin est magnifique pour ça. La fin est incroyable. Moi, ça, je pense que c'est ça qui rappe bien. Tu finis pas le film avec un genre de... tu sais, comme Tenet, admettons. Tu fais pas comme... OK. Ça finit vraiment avec un... Il y a des bombes nucléaires partout sur la planète. Il y a une possibilité qu'on détruise. Puis tu le vois visuellement aussi. Là, c'est pas juste un dialogue. L'effet domino dont il parlait, mais ça vient à ce qu'il en parle tout le long du film, mais pas en théorie comme il pensait. C'est ça. C'est la pratique qui a fait en sorte que maintenant tout le monde veut s'armer, tout le monde est viré fou, tout le monde... Là, t'as même justement le personnage de Robert Downey Jr., je me souviens plus son nom. Strauss. Il pensait qu'il parlait de lui sur le bord du lac avec Einstein. Il était convaincu que ça le regardait lui. Oh, il parle de moi. Non. C'est beaucoup plus important que toi, mon homme. On parle pas de toi en ce moment. Quelqu'un m'a dit que les scènes en noir et blanc, c'est tout... Je sais pas si t'as vu, mais c'est tout des court proceedings. C'est tout des mails de presse, puis c'est tout des meetings officiels. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé objectivement que... tu penses, ok. Ouais, c'est ça que plusieurs personnes m'ont dit, c'est que ça, c'est Nolan qui est allé lire les codes, tout est enregistré, qui a lu ça puis qui a répliqué ça exactement comme ça s'est passé dans la vraie vie. Fait qu'il n'y a pas de biais, il n'y a pas du point de vue de lui ou de lui, c'est vraiment juste ce qui s'est passé puis tu l'interprètes un peu comme tu veux. C'est ça que j'ai vu. Je voyais ça quasiment aussi comme l'effet domino dont il parle, ça l'a même affecté la manière de voir la vie. Fait que c'est devenu en noir et blanc après, c'est plus sad, c'est plus... Il a malheureusement atteint son objectif. Ouais. Ouais. Il y a un moment que j'ai trouvé cheesy du film, par contre, là, que je suis pas capable de m'empêcher. Moi aussi, il y a quelques petits... Quand sa femme a dit « Oppenheimer, who is going to tell our story? » Ouais. Le film j'ai fait comme Lego de Nolan, je l'ai vu là j'ai fait comme ok, calme-toi. Il y a ça, puis il y a une couple de moments, on dirait que le film se prend pour un film de super-héros. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand ils sont dans la base qu'ils ont construite pour le projet Manhattan, puis qu'ils portent un uniforme militaire, puis l'autre scientifique il dit hey, arrête ça, là, faut qu'on soit nous-mêmes. Puis là, t'as comme la scène de lui qui met son manteau, son chapeau, puis sa pipe, comme si c'est Iron Man qui suit up. Là. Hey, what the hell? Quelques petits moments comme ça. Le jeu des acteurs est absolument incroyable. Robert Downey Jr., c'est son meilleur rôle, je pense. Il est excellent. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est le meilleur film qu'il a joué dedans. Matt Damon, il est bon. Il joue le rôle qu'on aime qu'il joue, là, l'espèce de gars no bullshit, il est bon. Lui, il est excellent. Dans Cillian Murphy, il est incroyable. Ils sont tous bons. Il n'y a personne qui est pas bon. C'est Lawrence Pugh, sa blonde communiste. Écoute, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est qu'à un moment donné, il est même pas en cours, il est comme dans la petite fausse cour, en tout cas, whatever. Dans une petite pièce de rien, puis là, il est en train de se faire dire sa relation extra-conjugale avec cette madame-là, pendant que sa femme est assise en arrière de lui. Puis elle était au courant, probablement. Elle avait des doutes. Elle savait qu'il y avait un passé avec cette femme-là, puis toutes ces histoires-là. Fait que... Mais là, ça se fait comme exposer au grand jour. Ça lui a confirmé ses craintes. Qu'il trompait sa femme. Puis là, lui, ben, il se sent tout nu par rapport à ça. Puis là, puis là, c'est vraiment bon, parce que là, la scène... quand c'est juste lui qui est assis tout nu sur la chaise devant tout le monde, t'es comme je me sentirais de même aussi là, me faire exposer tout exactement que j'ai fait. Puis là, en plus, ils mettent la fille sur lui, elle regarde sa femme en arrière, puis connaissant Nolan, c'est sûr qu'ils ont pas dit à tout le monde OK, sortez puis on va rajouter en CGI la scène après.
d'après moi, ils ont tous shooté avec tout le monde dans la pièce. Ça doit être touché comme... Ils ont tous shooté avec les deux qui étaient là. Faut le faire, là. Florence Pugh et Cillian Murphy, là. Faut le faire. Tu sais, maintenant, sur les plateaux de tournage, quand il y a des scènes de sexe, il y a tout un encadrement spécialisé de scènes d'intimité qu'ils appellent, là, des gens qui supervisent que tout se passe comme il faut puis qu'il n'y a personne de mal à l'aise. Ouais, c'est ça. Ça doit être touché à ça. Ils font sortir le monde pas essentiel, l'enceinte, whatever. C'est... Puis normalement, moi, honnêtement, ça fait longtemps ils n'ont pas superposé une image. Ils n'ont pas mis les deux dans un green screen. C'est practical, c'est là pour Ils ont fait ça, pour vrai, c'est, comme je dis, Cillian Murphy, Florence Pugh, puis... Emily Blunt qui là, parce qu'elle est quand même là puis elle la regarde comme avec un air de genre je veux t'arracher la tête ma calisse mais je peux pas parce que t'es déjà morte là tu sais. Puis elle voit pas vraiment là. C'est toute une c'est de l'imagerie. Non c'est ça c'est toute de l'imagerie mais incroyable. Je l'ai trouvé incroyable. Ça prend du bon acting. Oui. La bonne réalisation pour faire une scène comme puis ça. c'est le fun parce que on a eu dans les années 2000 un mouvement de scènes de sexe dans les films d'action qui servait absolument à rien là, juste parce que ça en prenait là. Ouais. Puis là, c'est comme un peu disparu, puis on essaie de mettre des significations aux scènes de sexe autant que possible, puis ce film-là les réussit très bien. C'est pas une scène de sexe qui sert à rien, qui est juste là pour attiser les adolescents qui veulent voir du horny stuff. Là. C'est ça, qui est un film d'action, comme dans The Meg 2, il y a 15 ans, il y aurait peut-être une scène de sexe dedans. Exactement, il y aurait eu une scène de nudité quelconque. Juste avant que quelqu'un se fasse tuer. Ouais, classique, ouais. Fait que... Mais tu sais, juste un autre sujet du film, il parle beaucoup de la guerre civile en Espagne, de Spanish Civil War. Là, c'était les républicains contre les communistes, les républicains c'était les fascistes, les communistes c'était les communistes. En tout cas, c'est un conflit qui est très spécifique, très pointueux. Très compliqué. Pas connu, très compliqué aussi. Ouais. Puis pas du tout connu. À la Deuxième Guerre mondiale qui est arrivée tout de suite après, là, mais il en parle beaucoup dedans, là, j'étais comme... C'est un peu l'ancêtre de la guerre froide, là, ce conflit-là. Là. C'est ça, tu sais. C'est déjà les guerres de proxy. Là, il parle, c'est ça. Là, il parle de les républicains, les ça dedans. Là, moi, je comprenais, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, les républicains, ils se rappelaient des républicains, mais c'était des fascistes, ils étaient backés par Mussolini puis par Hitler. Là, il y avait les communistes qui étaient les gentils, mais ils étaient backés par... Là, j'étais ça, mais j'étais comme, oh my god, ma pauvre blonde, elle comprend absolument rien de ça. Là, elle sait même pas c'est quoi la guerre civile espagnole. Il y a personne qui... majorité du monde ne savent pas vraiment. Ah, moi, je sais pas c'est quoi. C'est ça, ce conflit-là, il est pas très très connu, fait que j'étais comme... Ça m'a pas empêché d'apprécier le film. C'est ça. Parce que c'est pas à propos de ça. Non, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais tu vois, non, moi non plus, c'est pas une ta blonde, puis je considère pas que j'ai aucune base dans l'histoire, là. Je connais des trucs, là, mais c'est la guerre civile espagnole, je vais pas... C'est pas facile. Moi, je me dis tout le temps, qu'est-ce que le commun des mortels, comment ils vont le percevoir? C'est tout le temps ça que je me dis. Puis c'est pas pour sonner élitiste, là. C'est vraiment juste, on n'a pas vu ça à l'école. Ben non. Pourquoi tu parlerais d'un conflit qui a duré de 1934 à 1938, puis là, t'as la Deuxième Guerre mondiale, tout après, qui a été beaucoup plus significative, importante, tu sais, fait que c'est normal, là. Fait que, en tout cas... mais non, le film est bien réussi. Là. 3 heures, il passe bien, je trouve. Un petit peu long à la fin, après la bombe, t'es comme, ok. J'aurais voulu voir... Non, j'ai quasiment préféré la fin. Ah ouais? J'aurais voulu voir la bombe exploser au Japon. J'aurais voulu voir les dégâts après. C'est sûr, c'est beaucoup plus de... C'est pas ce que Nolan il voulait faire. On l'a déjà vu. Il y a déjà beaucoup de films qui l'ont fait. Là. Pour qu'un film de X-Men le fasse, faut que... C'est vrai, ouais. Faut trouver d'autres façons de le faire. Puis encore une fois, c'est pas l'histoire de la bombe nucléaire, c'est l'histoire de Oppenheimer. Ouais. Puis c'est ça le film, puis ça a bien marché. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Parce que voir encore une fois la bombe nucléaire tomber au Japon, bon, ok. Ouais, mais de sa manière de le faire à lui... J'aurais aimé ça quand même. Oui, ça aurait été intéressant de voir le take de Christopher Nolan. Le take de comment il l'aurait fait, je suis sûr que ça aurait été incroyable. En même temps, comme tu dis, c'était pas ça le focus du film. Fait que c'est correct. Je trouve que ça aurait été un plus dedans. Il y a un événement qu'ils n'ont pas montré dedans que j'aurais adoré qu'ils montrent, mais c'était pas significatif à l'histoire non plus. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Il y avait l'incident, le nom de l'incident, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais la fameuse boule de métal, là, tu sais, qui est comme le core atomique, peu importe. Ouais. Il y avait un scientifique que lui, il aimait ça. Quand tu joues dedans, faut que tu sépares les deux corps. Puis après ça, tu fais whatever. Okay. Puis quand les deux corps se remettent ensemble, c'est là qu'il y a un choc radioactif ou quelque chose d'autre qui peut te tuer.
je parle très, très simplement. Je suis pas un scientifique pour ceux qui... Ouais, moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles, ça. En tout cas, bref, lui, il est séparé avec un tournevis. OK. À la main. Ah. Il faisait ça, bad boy, ça, puis il s'en vantait. Il était comme, ah ouais, moi, je sais par ça de même, là. Puis Qui faisait ça? Un des scientifiques du projet Sur l'équipe Manhattan, OK. Ouais, sur l'équipe. Je sais pas c'est lequel. On l'a eu de souvent pas dans le film, d'ailleurs. Puis, à un moment donné, il l'a échappé, puis ça a fait, à ce qui paraît, une lumière mauve dans la pièce. Puis toutes les lumières se sont éteintes pendant une seconde, genre, puis ça a fait une lumière mauve. C'est qui savait pas ce qu'il faisait? Puis il est mort de radiation poisoning, genre 3 jours après. Lui puis les 2 autres gars qui étaient dans la pièce. J'aurais aimé ça voir ça aussi. Ça aurait été un bon moment stressant du film. Comme je dis, j'ai oublié le nom de l'incident, mais c'est quelque chose qui est bien connu, là, du projet Manhattan. Ben écoute, avoir l'argent que ce film-là a fait, peut-être qu'il y a des studios qui vont pick up sur l'intérêt envers la bombe nucléaire, parce qu'on va voir d'autres choses, parce que c'est un sujet extrêmement fascinant. La preuve, la raison pour laquelle je connais un peu l'histoire de la bombe nucléaire, c'est parce que j'ai déjà tombé dans un rabbit hole d'aller voir des compilations des bombes nucléaires, puis l'histoire, la nuke map sur YouTube là, qui montre des petits points rouges partout où il y a une bombe nucléaire. Parce que moi, il y a quelques années, je pensais encore qu'il y avait 3 bombes nucléaires qui étaient pétées. Celle du test qu'on voit dans le film, Hiroshima et Nagasaki. Je suis sûr que c'était ça, moi, l'histoire de la bombe nucléaire. Non, il y en a eu des milliers. Je ne savais pas, moi, que ça. Il y en a eu des milliers en test uniquement. Il y en a eu 2 qui ont servi à de l'offensive. Toutes les autres, c'était pour des tests. Des tests. Puis, mon Dieu, qu'il y en a une. Il y en a eu une puis une autre. Comment? Ils l'ont perdu aussi, les bombes nucléaires. Il y en a encore 2 qui sont pas retrouvés, je pense. Une pas loin de l'Espagne, justement, puis une qui est sur la côte des États-Unis. Qui ont 2 avions qui ont crashé, ils ont perdu leur payload, puis... C'est inquiétant. On sait pas c'est où. Oh well. Oh well. Oh well. Fun fact que j'ai vu sur YouTube par après, la scène d'explosion, l'onde de choc qu'il y a après, là, le monde recule, il y en a même qui tombent à terre. Apparemment, les acteurs ne savaient pas que ça allait arriver. Ils ont vraiment caché des supersonic subwoofers, je sais pas trop, pour faire une grosse onde de boom. Une grosse onde de boom. Mais je pense pas ceux qui étaient pitchés à terre, évidemment, ça prend un cascadeur, tu peux pas infliger ça à tes acteurs. Non. Mais ceux mettons, que leur chapeau a volé ou whatever, ça, ils savaient pas. C'est une surprise, ça. C'est vraiment cool. C'est une bonne idée. C'est vraiment fou. Mais je suis content que le film il marche bien. Le film, c'est un film qui mérite d'être vu sur le grand écran, bien sûr. Et puis, non, je suis très content. Mais je comprends pourquoi que les reviews, ils l'adorent, c'est sûr. Les gens qui prennent la peine d'écrire des reviews sur de films, je pense que c'est des gens qui écoutent beaucoup de films, puis qui sont très cinéphiles plutôt. Mais je comprends pourquoi il y a du monde qui sont comme, c'est le meilleur film. Il y a du monde qui m'ont dit que c'est le meilleur film qu'ils ont vu de leur vie. Du monde qui dit que c'est le meilleur film jamais fait. Avec raison. Avec raison, oui. Je peux croire que ce film-là soit le film préféré de quelqu'un. Puis il y a du monde qui m'ont dit que c'est le meilleur film qui a été fait dans l'histoire du cinéma. C'est ambitieux, mais justifiable. Pourquoi pas? D'un certain plus de ouais, c'est justifiable. C'est tout le temps une phrase extrêmement subjective. Là, très. Ils s'en rendent pas compte, là, mais c'est très subjectif. Très, mais tu sais, si t'arrives, tu dis The Meg 2, c'est le meilleur film fait dans l'histoire du cinéma. Encore une fois, c'est subjectif. T'as le droit de le penser. C'est plus facile d'argumenter. Puis de dire, tu peux jamais dire à quelqu'un qui a tort d'aimer quelque chose. C'est ça. Il a tout le temps raison d'aimer ce qu'il aime. C'est ça. Mais le fait. Non, je dis objectivement que le Meg 2 est le meilleur film de l'histoire de tous les temps. Ben là, j'aurais tendance à dire, ben là, attends un peu. Là. Nuance, t'es propos. Mais je comprends pourquoi il y a quand même beaucoup de monde qui sont comme tes amis, justement, qui ont eu de la misère à l'apprécier un peu. C'est un film qui est compliqué à suivre, quand même. C'est un film qui est compliqué à suivre. Le timeline est compliqué à suivre. Ben moi, tu vois, le 3 heures, il a passé de même. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. J'ai bien aimé ça. Oh ouais, on t'embarque bien dedans. Je suis bien content. Fait que, puis à part comme je te dis, le défaut du film, c'est les quelques scènes qu'on dirait qu'ils essaient de faire un film de Marvel. Là, genre, à un moment donné, quand il sort de chez eux, là, puis là, il amène des gens à leur taxi, le taxi s'en va, puis t'as Einstein qui sort de nulle part. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il attendait son cue, genre, puis hey, c'est moi, Nick Fury, je suis venu chercher des gens pour une nouvelle opération. Qu'est-ce que tu faisais là, dude? C'est tellement bizarre. Kenneth Branagh. Tous les films de Nolan, he's there. Pas tous, mais beaucoup, là. Lequel on parle de? C'est le méchant dans Tenet. Hercule Poirot. Dans Death on the Nile. J'ai pas vu Death on the Nile. Méchant dans Tenet. Tenet, j'ai tellement pas aimé, il est loin de c'est le scientifique Deutsch. Hollandais. Qui
qu'ils rencontrent en Europe, puis là, ils disent « On aimerait ça l'avoir ici avec nous », puis là, ils disent « On peut pas y aller. Puis là, ils disent « On a une surprise pour vous », puis là, ils se tassent, puis là. Ça aussi, c'est une scène que j'ai trouvé drôle un peu, parce que « Hey, on a une surprise pour vous », tout le monde est là, regarde dans le centre de la pièce, puis là, Matt Damon se tasse, puis là, lui, il est en arrière. Je suis comme, le monde en arrière, il le voyait, là, tu sais. Il le voyait, mais c'est fait pour que le point de vue de la caméra, tu fasses « Oh! » Mais ça, j'ai fait. Mais tout le monde en arrière, ils l'ont tous vu rentrer, puis personne n'a fait « Oui! » Encore une fois, une vision de super-héros d'un scientifique. Là. Ouais. Ça reste des intellectuels. Là. J'ai oublié c'est quoi son nom à lui. J'ai bien aimé le personnage. Cet acteur-là, il est dans Dunkirk aussi. Okay. C'est l'admiral il était dans British. les Batman? Je pense pas, non. Okay. Il était pas dans Batman. Il était dans Inception. J'ai bien aimé le rôle du Safdie Brother qui était dans le film. Ouais. Je sais pas si j'aimais son accent, mais son personnage, il est le fun. Ouais. Le fait que il a, dans son procès, il a pas backé. Mais il a quand même. Il a son intégrité scientifique, mais il a pas backé Oppenheimer. Il a dit Oppenheimer, jamais je penserais qu'il pourrait faire de l'espionnage industriel ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il pourrait trahir le pays. Je pense qu'il aime profondément son pays. Je crois en son intégrité. Mm-hmm. Mais j'ai vu des comportements chez lui qui auraient pu causer de la négligence envers la confidentialité du projet. Mm-hmm. J'ai trouvé fair. Sa femme était en crise contre lui. Ah ouais, elle haïssait, j'étais comme... Elle voulait même pas y serrer à la main. J'étais comme un méchant, j'étais comme, ben, il est pas méchant. Il y a pas tort. Il y a pas tort, ouais, c'est ça. Il avait pas de l'air bien. Non, mais c'est ça, tu sais, le monsieur, il a donné de l'argent au Parti communiste. Il a été négligent dans bien des affaires. Ouais, c'est ça. Puis c'est c'est une affaire que j'aime du film. Il essaie pas de nous faire prendre pitié d'Oppenheimer. Non. Il a fait quelque chose, ça a pas viré comme il voulait, puis il en est victime, mais au bout de la ligne, il a quand même été engagé pour faire une bombe, puis il l'a fait. Là, Harry S. Truman, joué par Gary Oldman. Oui, je m'attendais pas à ça. Fantastique. Ouais, pas un long rôle, mais maudit que c'est... Ouais. Quand il sort, make sure that crybaby scientist doesn't come back. C'était vrai, ça. Il haïssait. Truman, il haïssait Oppenheimer. Ouais. Apparemment que Truman était une personne absolument détestable. J'en doute pas. Il a pitché une bombe sur des millions de Japonais. Ouais, c'est ça. Apparemment Deux bombes. Ouais, 2 bombes, ouais. Apparemment qu'il était un gars... il était un bon... Il était un bon politicien puis un bon dirigeant. Tu sais, il savait ce qu'il faisait. C'était pas un imbécile, mais apparemment qu'il était avec le monde, il était détestable. C'était genre, c'est my way or no way, puis tu deals avec ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui remettent en question la justification d'avoir utilisé la bombe nucléaire. Je pense qu'il l'explique bien dans le film. Ouais. C'était bien, tu sais, c'était bien justifié. Je trouve ça drôle quand l'autre est là. Ah, mais moi, je suis allé à mon honeymoon là-bas, tu sais, fait que je veux pas détruire Tokyo, tu sais. Mais en même temps, il dit avant, il dit, mais tu sais, c'est une ville culturellement essentielle pour le Japon. Ouais. Il faudrait pas complètement détruire leur culture non plus. Ouais, donc le film de la semaine, c'était Bram Stoker's Dracula, qui est sorti en 92, qui avait été réalisé par Francis Ford Coppola. Il y avait Keanu Reeves dedans, Anthony Hopkins, et puis Gary Oldman, bien sûr, comme on vient de dire. Le film avait été un gros succès commercial, donc le film est quand même bien connu par la majorité du monde. C'est une interprétation rapprochée du livre, apparemment. Ils ont vraiment suivi J'ai pas lu. Moi non plus, c'est ça. Apparemment qu'ils ont suivi le livre le plus possible. Et puis, voilà, une interprétation moderne, entre parenthèses, de l'histoire classique de Dracula. Donc voilà, ça c'est la prémisse du film. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Hugo? Bien aimé. Ouais. C'était très bon. J'avais déjà vu, ça fait longtemps. Je m'en souvenais plus bien. Je pense que c'est ça. Beaucoup de gens l'ont déjà vu, mais ça fait longtemps. C'est tout. Puis Dracula, c'est un personnage qui est dans l'imaginaire collectif depuis toujours. Là. Fait que on sait tout un peu c'est quoi l'histoire. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est le travail visuel qui a été fait, autant dans les décors que les costumes, que les maquettes, que les... tu sais, quand en Transylvanie, justement, en Roumanie, c'est en Roumanie, right? Ouais. Ouais, Transylvanie, c'est une province de la Roumanie. C'est ça. En Transylvanie, quand il est en train... Il paye des buveux de vodka. Là. Quand tu vois le background, quand Keanu Reeves est en train, c'est super beau, là. C'est comme des effets de profondeur, de peinture. Là, tu vois ses yeux dans le ciel aussi. C'est un très joli film. Puis c'est ça que ça donne quand un réalisateur comme Coppola fait du fantastique. Ça donne des visuels extrêmement compétents. Vraiment. Vraiment magnifique.
en général, le acting, surtout Gary Oldman, il est écœurant, là. Keanu Reeves, non. Ouais. Terrible. Son accent, là. C'est le pretty boy. C'est le pretty boy du film. Tu le vois pas trop. Bonne chance. Mauvaise chance. Tu le vois pas trop. Excuse, continue. Je continue là-dessus. Là. Gary Oldman était écœurant. Je me souviens plus de l'actrice qui fait la conquête. Winona Ryder. Ouais. Et qui, elle aussi, très très bonne. Anthony Hopkins, dans son Van Helsing. Il est malade. Là. Il est toujours bon. Quel génie qu'il y a eu de caster Anthony Hopkins pour faire Van Helsing. Quelle bonne idée. Il y a une cicatrice déjà dans la face. Il a l'air d'un gars qui s'est battu contre des vampires avant. Genre. Mais c'est ça, je sais pas si t'as remarqué, mais au début, là, ça, ce que j'aime, c'est le prequel. Tu vois comment Dracula devient. Il s'inspire du vrai personnage qui existait. Le prêtre qui est là, c'est Anthony Hopkins. Ouais, qui fait son qui mange un coup d'épée dans la face, d'ailleurs. Tu sais, il sort son épée, puis là, il fait... Puis là, il frappe... il frappe dans le vide un peu, puis là, les prêtres se reculent, comme. Mais genre, la manière qu'Anthony Hopkins se tasse, c'est comme s'il a mangé l'épée dans la face. Fait que j'ai écouté avec Gabi, puis Gabi, elle a fait « Ah, mais c'est lui. C'est un vampire, lui aussi. » J'ai fait comme... je pense pas, mais... Tu sais, il y a un événement supernaturel, à un moment donné, dans... Il se téléporte. Il se téléporte comme, ouais, c'est ça. Fait que ça... Mais j'aime le mystère. C'est pas clair, c'est pas résolu. C'est-tu un chasseur de vampires qui est là depuis toujours? Je pense que ça, c'est un élément du livre. Van Helsing, il y a un côté très mystérieux. On sait pas trop... Tu sais, il pratique la médecine, mais quel genre de médecine exactement qu'il pratique? Genre physicien de je sais pas trop quoi, là. Ouais. Non, il y a un côté un peu surnaturel, ce personnage-là, qu'Anthony Hopkins a très bien fait, là, il y a une espèce de mystère autour de lui qui plane. Pourquoi il connaît autant les vampires? Ouais. Fait que, oui, en effet, on peut penser que c'est peut-être lui dans le flashback, que somehow il vit éternellement ou whatever. Tu sais. Peut-être. C'est ça, je me demande. Ça c'est bon aussi. Ça représente bien, je pense, la religion chrétienne du temps. C'est comme... L'autre, il revient, il vient de battre... Ça aussi, c'est vrai dans la vraie vie. Le vrai Vlad the Impaler, il avait battu les Ottomans, puis ils avaient stoppé d'envahir une bonne partie de l'Europe. Là. Il était... En tout cas... C'était pas le combat le plus essentiel de ce temps-là, mais c'était un des importants, tu sais. Puis c'était surtout incroyable parce qu'il venait d'un petit pays avec une petite affaire, puis il se battait. C'était David contre Goliath, vraiment. Là, il réussit à faire ça, puis quand il revient, sa femme, elle s'est suicidée, puis la première chose que le prêtre il dit, c'est « Bah, ben, elle s'en va en enfer! » Tu sais, « Fuck you! » Puis lui, il pète sa latte, puis il stab la croix, là, avec... Ouais, ça, c'est un aspect de film que j'ai bien aimé. Bon. Dracula, c'est pas juste un méchant. Ouais. Il est victime là-dedans, quelque part. Puis il en fait quasiment pitié. Oui. Ils l'ont pas trop vilifié, le personnage. C'est plus quelqu'un qui est en crise, puis qui a littéralement un curse, qui va tout le temps être en misère. Il sera jamais heureux, ever. Tu sais, puis à la fin, il y a son redemption, à la fin, puis tout. La croix qui se rebâtit, puis tout. La mort, c'est la plus belle chose qui a pu y arriver. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, il est dark, mais il est complexe. C'est ça que j'aime, c'est que le personnage, il est complexe. Tu sais, en ce moment, il y a The Last Voyage of the Demeter, qui est 2 minutes du film. On devrait faire ça plus souvent, by the way, recommander des films par rapport à ce qui est à l'affiche en ce moment. Là. Ouais, ça c'est intéressant. Moi, j'ai pensé à ce film-là parce que j'ai vu The Last Voyage of the Demeter. Encore une fois, Dracula, dedans, c'est une bête sauvage méchante. Mais le moment dans le film de Coppola qui est sur le bateau, il se transforme en bête. C'est ça. Fait que d'après moi, c'est sa forme la plus bestiale qu'il a utilisée. Bestiale. Mais tu sais, pourquoi faire un film qui regarde juste cette partie-là de l'histoire? C'est ça que j'ai trouvé de valeur un peu. Là, pourquoi pas? Ouais, c'est ça, pourquoi pas? Ça aurait pu être bon. Ouais, c'est ça, ça aurait pu. C'est correct, mais c'est sans plus. Là, je l'ai pas vu, j'assume qu'il est mauvais, mais je prends ce risque-là. Je vais prendre le risque. C'est un film, ça aurait pu être n'importe quel bébite. C'est pas obligé de Dracula, ça aurait pu être n'importe quel bébite qui tue tout le monde dans le bateau. Ça aurait pu être vraiment n'importe quoi. Anyway, je dis parce que le film n'a pas marché fort, le film n'était pas excellent, je n'y ai plus à l'affiche. Je me plais à croire que c'est quelqu'un qui a écouté le film de Coppola, un producteur, puis là, il a vu la scène du bateau, il a dit « Hey, wow, ça allait trop vite, là. Qu'est-ce qui s'est passé? » Qu'est-ce qui s'est passé là, ouais. Je veux que quelqu'un m'explique ce qui s'est passé. Mais tout ce qui est... Puis tu vois aussi un peu l'origine. Un film comme Twilight, là, je vois un peu l'idée... Tu sais, le premier Twilight s'appelait Twilight, la fascination. C'est ça qui arrive dans le film, là. Elle est fascinée par le vampire. Il y a des scènes que t'es comme...
mon Dieu, le monsieur, il a maltraite la pauvre madame. Mais c'est pourquoi qu'elle se laisse faire? Mais oui, mais ça fait partie de son champ. C'est comme l'histoire d'une pauvre femme qui se fait abuser par un homme manipulateur. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté des films de vampires à travers l'histoire. Ben, les œuvres de vampires, on pourrait argumenter, là, mais si on parle de cinéma, parce qu'on est un podcast de cinéma, chaque itération du vampire au cinéma a eu sa signification bien différente, puis qui répond, tu sais, au dernier épisode, quand on parlait de l'horreur qui s'adapte à son époque, puis que des films qui faisaient peur dans le temps font plus peur aujourd'hui, ben, le film de vampire est le meilleur exemple. Nosferatu, qui est probablement un des premiers longs métrages de vampire, il y a peut-être eu des courts métrages avant, mais qui est le premier long métrage de vampirique. Puis il mentionne plusieurs fois. Oui, ben Nosferatu, c'est le terme. C'est vampire en allemand. Ça veut dire vampire dans une autre langue. Ok, c'est ça, ouais. Nosferatu, dans le film, il y a des. C'est gros. Ben c'est palettes, c'est pas c'est gros. Ouais. Parce qu'à l'époque, ce qui faisait peur aux gens, c'est la peste. Puis la peste était transmise par le rat. Ouais, c'est pour ça que Nosferatu était plus rat, avec des longues oreilles, il était dégueulasse. C'est ça que les gens avaient peur. Ils avaient peur de la mort. Flash forward à Dracula qu'on vient de regarder de Bram Stoker, c'est les ITS. C'est les maladies transmises sexuellement. C'est la grosse mode là, dans le temps. Le sida, on en parlait beaucoup. C'est pas la mode, mais je veux dire, c'est quelque chose qui concernait... C'est la mode d'être sideux. Non, mais c'est quelque chose qui les gens étaient bien préoccupés par ça. Oui, très vrai. Puis là, ben, t'arrives à Twilight. Ben, c'est un film qui semble beaucoup plus émotionnel par rapport à l'approche du vampire. C'est de se faire trahir, c'est de se faire manipuler, c'est des conflits amoureux, tout ça. C'est encore une fois, c'est quelque chose qui, de nos jours, les adolescents sont très préoccupés par ça. C'est un problème de société. Exactement. Ouais, définitivement. Puis on pourrait même dire que les versions de Bela Lugosi ou de Christopher Lee, c'est plus... les mœurs de société, c'est parce que c'est de loin le Dracula les plus élégants qu'on a eu. Ils sont en complet cravate quasiment, puis ils parlent avec un vocabulaire parfait. Il y avait c'est ce que j'ai aimé de lui, de Bram Stoker's Dracula, c'est qu'il y a un peu de tout dedans. T'as le vieux monsieur dégueulasse dans son château qui rase Keanu Reeves. Là, t'es comme... Puis là, qui liche le couteau après là, avec le sang dessus. Mais t'as aussi le suave. Tu sais, quand il est bien habillé, là, avec. Ah ouais, il est beau. C'est là. Un beau monsieur, là, tu sais, là, avec son costume qu'il fait. Les cheveux longs, il est très contre-courant pour l'époque aussi. Ouais, c'est un beau monsieur, là, tu sais. Puis, en tout cas, puis, comme tu dis, je pense qu'il y a plein de métaphores, comme, admettons, tu sais, comme quand Keanu Reeves il reste pris dans son château, hypnotisé par ces trois femmes, là, dont une qui est jouée par Monica Bellucci, qui est très, très belle. Hein, puis elle, j'ai remarqué. Puis elle a pas un gros crédit dans le film. Là. C'est pas ses crocs, elle. C'est les dents next à côté des palettes. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Comme un serpent un peu. Ils ont fait comme un... Ah ouais? Ouais. Bizarre. Une vipère. Une femme vipère. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as voulu, mais... Genre, I guess, mais tu sais, c'est comme un homme qui est pris dans l'adultère, dans la sexualité, addicted to it. Puis là, il est comme tout vidé parce qu'eux, il boit son sang puis tout, genre, mais genre, c'est ça, il est un homme qui est addicté aux femmes, à la prostitution, whatever, tu sais. Je pense que c'est ça que ça représente, tu sais, comme les mauvaises mœurs de tout ça. Tandis que, comme l'autre... Mais ça vient du livre. Je pense que ce que Coppola a amené au film, c'est vraiment le côté ITS, maladie transmise. L'infection transmise sexuellement. Je pense que c'est ça que le film vient amener de plus qu'au livre. Parce que c'est pas... Quand ça a été écrit Dracula, c'est pas... le sida, c'est pas un thing. Pas, non, c'est ça. Sûrement que ça existait, mais les gens ne savaient pas. C'est quoi, non, ça, ils s'en foutaient. Mais comme elle aussi, tu sais, elle, pourquoi tu vas pas avec ton mari? Tu sais, elle se laisse envoûter par ses carnal desires, comme exactement. Il dit dedans, là, tu sais, fait que... Puis c'est comme son ami, justement. Van Helsing qui vient faire des tests de sang, puis là, oh non, elle a plus de sang. Tu sais, le terme... La qualité du sang est constamment mis de l'avant dans le film. C'est tout le temps quelque chose qui revient. J'y avais pas pensé, le côté sida, par contre. Son ami avec la rousse, là, qui, elle, c'est la fille facile. Elle se fait courtiser par 3 gars en même temps. Puis elle les incite à venir vers elle tout le temps. Puis c'est comme dire, ben, fais attention, couche pas avec n'importe qui. Parce que ça va finir par te pogner. Puis comme le fait, ben, elle se fait... C'est vrai.
Très vite, puis elle devient une vampire. Elle est victime de ça parce qu'elle couche littéralement avec Dracula sous sa forme la plus bestiale. Là, ouais. Ouais. C'est une scène assez dégueulasse. Elle est fuckante, hein? Elle est très fuckante. J'avais dit retourne, là, puis... il y avait plein... Il est pas beau. Non, il est pas beau. Mais d'une certaine façon, il est magnifique. Là. Le practical effects sont tellement beaux. Là. Il est incroyable. Tous les costumes, les maquillages, débiles. Sont incroyables. Quand il se transforme en paquet de souris, ça, j'ai trouvé ça. Ah, bien fait. C'était bien fait. Je savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, quand il va dans l'ombre, là, il est en mode genre vraiment monstre, là, ghoul, genre. Il n'y a pas de CG, hein, le film. Non, il n'y en a pas. Non. Puis là, il va dans l'ombre, puis là, il devient juste un paquet de souris, là. Très bien fait. Très cool. Des good old Dracula trickery. Là. Oui. C'est l'asile de fous aussi. Ah, ouais. Avec les gars qui ont des cages. Des cages, ça ne pas se faire manger à la face par les fous. Je sais pas trop pourquoi, mais ouais. Mais c'est pour se faire attaquer. Mais tout le monde bien créé est bien fait. Je trouve, comme tu dis, le château, les décors. Avec Reinfeld qui se fait attacher les mains au plafond. Oh, Master! Il est bon aussi. Master! Il mange ses coquerelles. C'est dégueulasse, mais moi, je trouve ça très bien réussi, bien interprété. Non, j'ai bien aimé. Le film, il y a certains moments que son âge est montré un petit peu. Ouais, absolument. C'est normal. C'est un film qui est sorti, ça fait 30 ans, on va se le dire. Fait qu'il y a des moments que le film, il y a des petites affaires que tu vois un petit peu l'âge du film, mais en général, je trouve ça très, très bon. Ma conjointe Gabi, elle adore les films d'horreur, comme nous autres, tu sais, elle adore ça. Puis elle a dit, ça m'a pas fait nécessairement peur, mais j'ai été, le meilleur mot, c'est vraiment fasciné. Tu sais, fasciné, intrigué. Tu veux voir qu'est-ce qui va se passer à la fin du film. Absolument. Puis qu'est-ce qui va se passer pendant le film, puis... Moi, j'ai écouté avec Charles, puis on a bien ri la scène que... les estis de Bozo sont dehors en train de mettre le feu au château, puis on tue Dracula, puis pendant ça, il est en dedans, en train de tuer la fille. Ça, c'était un peu... Ça aussi, j'ai trouvé ça un peu... Tu sais, j'étais comme... on va aller tuer, mais toi, on va te mettre juste dans la maison, en face. Avec la fenêtre ouverte. Hein. En face, c'est ça. C'est pas comme s'il pouvait... Puis c'est un asile de fous, by the way. Ouais. Puis l'acolyte de Reinfeld, justement, il est là, puis il peut communiquer avec lui... Mais c'est drôle de les voir foutre le feu, puis meurs, Dracula, puis il est même pas là. Il arrive là, puis la pauvre fille, elle s'est fait infecter. Mais encore une fois, tu sais, si dans le livre, c'est le même. Ah oui, non, mais c'est même pas un défaut, j'ai trouvé ça drôle. C'est ça que j'expliquais aussi à Gabi, encore une fois. Mais en fait, je disais, le livre de Bram Stoker, c'est comme Edgar Allan Poe. Il a comme créé le style hanté. Le château avec les toiles d'araignée, puis les scies, puis les ombres. Il a créé le vampire, qu'on le connaît aujourd'hui, tu sais. Les jeux d'ombre aussi dedans. C'était bon. Tu sais, au début, là, quand il est là... Quand son nom n'est pas synchronisé avec lui. Là, c'est ça. Puis là, son nom, à un moment donné, quand il lui dit « c'est ma fiancée », puis là, tu vois son nom qui essaie de l'étrangler. Mais juste, ça pourrait être comical quasiment, mais ça l'est pas, et tellement qu'il le fait bien. J'ai trouvé ça écœurant. Quand il marche dehors dans la fenêtre, c'est ça. Tu sais, quand l'autre il s'en va... Keanu Reeves, il reste tout seul dans sa chambre. Puis là, il voit juste Dracula marcher sur le mur. Genre, comme, il crawl. c'est drôle, mais comme... il est dégoûtant. Ça fait. Apparemment, la performance de Gary Oldman rendait beaucoup de l'acteur très mal à l'aise pendant le tournage. Il trouvait ça dérangeant. Dérangeant, ouais. C'est quoi son nom encore, la demoiselle? Winona Ryder. Ouais. Elle... Ils se sont mal entendus à cause de ça, sur le plateau. Ah ouais? Ouais, c'est vrai qu'elle provoquait sans arrêt, puis elle n'aimait pas ça. Ça faisait des malaises. Ah ouais? Puis techniquement... Il y avait une bonne chimie, par contre. Elle et Keanu Reeves sont techniquement mariés pour de vrai. Parce que ils se sont mariés dans une église, puis il y a actually un prêtre qui a dit ces mots-là. mais il était un couple, eux autres aussi. Après le film. Ouais, je pense qu'ils ils ont daté. À un moment donné, je pense. Mais pendant le tournage... Aux yeux de l'Église, ils sont mariés pour vrai. Pas par la loi, mais aux yeux de l'Église, ils sont techniquement mariés pour vrai. C'est drôle. Parce qu'ils ont fait ça trop by the book. Mais c'est un autre que, voilà. Et c'est fait, c'est sûr. Alors, il n'y a plus rien qui distingue la réalité du film. Exactement. Fait que, non, bien aimé. Bien aimé. Je recommande beaucoup ceux qui veulent revenir à une expérience horreur, vampire classique. Je pense que celui-là, je pense que c'est le bon standard à suivre. Ouais, des films de vampires maintenant, là, puis tu peux voir comment tous les autres films un peu de vampires qu'ils ont fait, ils suivent un élément de celui-là, tu sais.
comme juste Twilight avec la fascination, je trouve que c'est le meilleur exemple. Tu dis à la fille, pourquoi est-ce que tu vas dater un tueur? Tu sais, genre, un tueur, ben c'est ça, mais c'est une fascination. Un vampire, c'est un love-hate. Il y a de l'air deep, il y a l'air d'avoir des problèmes. C'est ça, tu sais. I can't change him. C'est ça, tu sais, un homme manipulateur. Un méchant, mais gentil, tu sais, aussi en même temps. Complexe. Ténébreux, voilà. Ah, les transitions. Il y avait vraiment plein de très bonnes transitions. Tu sais, la lune qui devient un feu. Tu sais, ça, il y en avait sans arrêt. Oui. Puis la plus drôle, c'est quand il coupe la tête de... Qui, déjà? La fille? Ouais, une des femmes de Dracula, je pense, elle se fait chopper la tête ou... Oui, ok, à la fin. Les trois, ils se font... Ouais, mais il y a une tête qui se font couper à un moment donné. Puis tu vois la tête envolée, puis ça coupe après ça à un rôti de porc qui se fait déposer. Oui. Ah non, c'est la tête de elle, la fille qui se fait... son amie à elle. Oui, c'est ça, c'est elle. Elle se fait trancher la tête. Ça, c'est bon, hein, quand elle descend les escaliers avec un enfant là, qui a du sang dessus, puis là, il y a la petite musique de genre... Puis là, elle descend avec, puis elle est toute blanche, elle a son habit de mortuaire. Ben, c'est sa robe de mariée aussi. Qui ont comme converti, je sais pas, tu sais, qui est vraiment... Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça très bon, la scène. Puis là, finalement, lui, il met la croix, elle se couche, puis il coupe la tête. Puis ouais, c'est ça, là, après ça, c'est le ham ou le je sais pas quoi, bien coupé, bien saignant. Ouais, très bon. C'est drôle comme transition. Ouais. Hey, moi, j'aimerais ça lire le livre. Ça doit être bon, après tout. Si les gens ont fait tant de remakes puis d'adaptations, ça doit être top. Ça doit l'être. Puis c'est ça, c'est l'origine du style comme Edgar Allan Poe. Là, On n'aura jamais, malheureusement, le Monster Cinematic Universe. Comme il avait fait dans le temps. Non, mais il voulait en faire un récemment. Là. Ah ouais? Ouais, le Dracula Untold, ça se pourrait être le premier. OK. Puis ils vont pas le faire finalement? Ben, ça a floppé, c'est des films qui n'ont pas marché. Okay. Dracula Untold, La momie de Tom Cruise. OK. I, Frankenstein. OK. Il y avait une couple de films là, qui s'étaient tous pour se merger puis avoir le Monster Cinematic Universe. On va commencer à répondre à des questions une fois de temps en temps là, que nos auditeurs nous ont données. Puis des épisodes peut-être qu'ils n'auront pas parce qu'on se cachera pas. On n'a pas le plus gros auditoire au monde encore. Mais si on a des questions, on va y répondre. Fait que ceux qui veulent nous en envoyer, peuvent passer soit par Perry ou par moi ou par... Écrivez sur notre page Facebook. Ouais, n'importe qui. Ou ben sinon, on a la page Facebook. Tu sais, j'ai jamais plugué. J'aime pas ça faire de la promotion sans arrêt. Mais on a une page Facebook dans le noir avec du beurre. On a la page Instagram. Fait que n'importe où vous avez envie de communiquer avec nous autres, on va répondre. Puis voilà. Je peux compter vite fait, c'est de l'origine du popcorn, mon cinéma. Sure, ouais, non. C'est ça, ouais. C'est qui a demandé ça? Une cliente, c'est Claudette qui a demandé ça, qui est une très bonne cliente au cinéma, elle et son mari Pierre. Puis c'est elle qui pose la question. Donc elle écrit la tradition popcorn au cinéma, en quelle année est-ce que ça fait son apparition, puis quel pays? Donc je vais apprendre moi aussi, j'en ai aucune idée. J'ai eu la version un congrès justement l'année dernière. Il y a quelqu'un qui nous avait raconté l'histoire, comment que ça a commencé. Donc, ça a commencé aux États-Unis. C'était une femme qui a créé cette habitude-là. Une femme d'affaires on est dans les années 20-30 à peu près, OK? Puis, dans ce temps-là, quand le cinéma a commencé, il n'y avait pas du popcorn au cinéma. C'était nous au Pine, puis au Québec, puis au Canada en général, que Tom m'a dit, c'était des chips. Qui étaient des petits sacs de chips. C'était ça qui était le standard de cinéma. Et puis, cette madame-là, que j'ai oublié son nom, elle s'est ouvert un stand. Le popcorn existait, là, c'était pas une nouvelle denrée, là, mais elle s'est ouvert un stand de popcorn en avant d'un cinéma. Je me souviens plus dans quelle ville, là, soit New York ou Chicago, mais je suis plus sûr. Puis elle vendait du popcorn aux gens qui rentraient dans le cinéma. Et puis, finalement, c'était bien accrocheur. Le monde aimait bien ça. Ben, c'est bon, du popcorn, c'est bon. Hein, c'était comme un genre de nouvelle mainstream food là, qui avait été découvert. Et puis, c'est devenu un succès, son affaire. Fait qu'elle a ouvert plusieurs autres stands devant plusieurs cinémas. À la fin, elle avait quelque chose comme 32 stands de popcorn. Devant des cinémas dans plusieurs villes. Elle avait comme une vraie compagnie de ça. Puis ça roulait bien. Ses affaires, ça roulait très bien. Puis dans ces années-là,
les cinémas, si tu rentrais avec de la bouffe, whatever, ils s'en foutaient. Là. C'était il n'y a pas de bouffe et d'autres. Ouais, ça, il n'y en avait pas, pratiquement pas, tu sais, fait que c'est ça. C'est quelque chose qui était bien apprécié par les Juifs dans le temps aussi. Probablement parce que, écoute, c'est kosher. C'est popcorn, c'est cuit avec de l'huile, les graines, c'est très simple. Je sais que les Juifs, ils appréciaient bien ça. Puis au Canada, au Québec, ça a été importé parce qu'encore une fois, la tendance s'est créée aux États-Unis. Puis beaucoup des gens qui voyageaient aux États-Unis dans ce temps-là, c'était des anglophones, right? Puis les anglophones, beaucoup des Juifs. Fait que comme ça qu'il m'a dit beaucoup des clients juifs venaient chez nous au pain. Quand on a ouvert en 48, il n'y en avait pas de machine à popcorn en place. Ah ouais. Hein? Ouais, c'est arrivé après, dans les années 50. Puis eux, ces clients juifs-là, qui vivent à Sainte-Agathe, whatever, ils disent « Ah, aux États-Unis, c'est la grosse chose, il faut que tu rentres ça. » Fait que Tom m'a dit que Phil était réticent au début, il était pas sûr s'il voulait parce Phil que... étant le père à Tom, right? Oui, c'est ça, mon grand-père Phil, il était pas trop sûr s'il pensait que c'était une bonne idée parce qu'il vendait des chips en masse, puis il se disait bon, c'est pas tant utile, pourquoi enlever ça pour mettre autre chose? Puis là, ça devait être comme un trend, ça va passer. Puis... C'est ça, ouais, exactement. Puis tu sais, des chips, tu reçois une caisse, t'as une caisse, t'as des sacs, tu les installes, c'est tout, tu sais. Tandis que du popcorn, il faut que tu aies la machine, il faut que tu le fasses, il faut que tu nettoies la machine, c'est une job de plus, une job de cuisson. Fait que... Puis Phil, il aimait pas l'odeur. Phil, il aimait pas, il trouvait que ça sentait... Il trouvait que ça sentait trop... Fool! À sa défense... Ça, c'est une drôle d'histoire que Tom il m'a conté. Phil, il vivait en haut du cinéma, right, dans l'appartement. Ouais, ça devait sentir. Fait que ça sentait. Fait que lui, il était peut-être tanné que ça sente constamment le popcorn chez eux. Son oreiller, elle sent le beurre. C'est huileux. Il y a de l'huile, c'est wesh. La douche, c'est de l'huile. Le popcorn qui coule. Sans compter qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes normes du bâtiment qu'avant. Non, c'est ça. Fait que t'avais beau faire cuire de quoi, t'avais pas nécessairement un évacuateur à côté de ta machine. Tu sais, ça restait là, l'odeur. Toi qui connais bien la ventilation, là, exactement. C'était pas... c'est ça. C'était comme, ça sent trop, ouvre la porte. Ouais. C'était aussi simple que ça. Fait que l'année exacte, je pense, c'est en 60. En 61, 62, je pense que c'est plusieurs personnes de l'environnement de film, dont Tom, il a dit, il faut vraiment du popcorn. Fait qu'il a acheté une machine. Puis la machine, par contre, il a dit, j'en veux pas au cinéma parce que ça sent trop le popcorn. Fait que... 60, c'est Tom déjà? Non, c'est encore Phil. Non, mais Tom, il était pas vieux. Là. Il avait comme 10 ans, 11 ans, quelque chose de même. Il s'en souvient. Il s'en souvient, ouais, c'est ça. L'année exacte, je sais pas exactement. Ça peut être un petit peu plus tard, mais... Fait que ce que Phil il a fait, c'est qu'il l'a installé dans la maison. Phil il était propriétaire de plusieurs bâtiments à Sainte-Adèle. Puis il y a donc une maison qui est comme... En ce moment, elle est derrière le phase 2. Ouais. Pas où est-ce que j'ai vécu, mais c'est celle de ma grand-mère, dans le fond. OK? La maison en briques. Il y avait cette maison-là, puis c'était son frère, Jack, qui vivait là, Fermagnan. Puis il l'a installé chez eux. Il l'a installé. Lui, ça ne dérangeait pas. Non, Jack, lui, il aimait ça, l'odeur. C'est ça, j'ai dit à Tom. J'ai dit, ouais, mais pas. J'ai dit, Chris. Tu fais déplacer le mal de place. Il a dit ça, il dit, ailleurs. Il a dit, Jack s'en foutait. Fait qu'ils l'ont installé chez eux, puis ils faisaient du popcorn là-bas, puis ils emmenaient des méga sacs de popcorn au cinéma, puis ils vendaient ça de même. Non. C'est ça. C'est donc ça, c'est l'histoire du popcorn chez nous. La madame, que j'ai oublié son nom, qui était une des premières femmes entreprenantes qui a eu quand même une grosse business dans l'histoire des États-Unis pour ces années-là. Là, tu sais. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que les cinémas, ils ont fait « Ah, on peut vendre notre popcorn. » Fait qu'elle s'est fait cut-out le capitaliste. Mais tu sais, en même temps, tu mets ton commerce à l'extérieur d'un autre commerce, tu dépends de ce que le commerce-là fait. C'est un commerce parasitaire. Il aurait dû se backer, tu sais, il aurait pas avoir un step ahead, puis genre... Ah ouais, peut-être. Se protéger. Comme je dis, je connais pas son histoire au complet. De ce que la madame qui nous a raconté l'histoire, elle a dit, ça a juste fermé, puis c'est tout. J'imagine qu'elle s'est fait une belle fortune avec ça quand même. Mais c'est ça, il n'y a pas eu de longévité derrière ça. Donc, mais elle a créé le trend. Je pense qu'on a le temps d'en faire une deuxième. Sure. Même, juste, tu diras le nom de la personne qui le demande. C'est tout le temps le fun de saluer. Et celle-là, ça vient de... Celle-là, ça vient de Pierre. Marie de Claude. Demandez la question.
quel est le film, si je lis bien la question, le film français et anglais ayant eu le plus d'entrées au cinéma Pine de toute son histoire? Bonne question. Fait que j'imagine qu'ils veulent un film en français puis un film en anglais. Si j'aperçois bien. Ça ferait du sens. En anglais, c'est Titanic. C'est Titanic. Juste en dessous de Les Boys. Juste en dessous des... Non, Les Boys 2. Les Boys 2. Histoire drôle de Les Boys. Patrick Huard était dans le premier. OK. Puis il jouait... Je me souviens plus quel personnage dedans, mais en tout cas, il y avait un personnage quand même... il faisait partie des Boys, tu sais. Mais quand il était rendu au deuxième, il a voulu genre quadrupler son salaire. Parce que Patrick Huard, il était en montée dans le temps, là, comme assez haut. Fait qu'ils ont dit... il était arrivé à Pierre Gaudreau, qui est le réalisateur du film, producteur, puis il a dit je veux... non, Richard Gaudreau, excuse-moi. Puis il a dit ben là, je veux un salaire beaucoup plus grand. Puis lui, il a dit non, parce que t'es pas le personnage principal, whatever. Fait que Patrick Huard n'était pas content, fait qu'il a dit ben je serai pas dedans. Fait que bonne chance pour faire le film. Fait que le réalisateur, ils ont pris son personnage, puis ils ont fait faire un accident de char au début du film. Puis tout le long du film, il est genre tout en place. Je sais pas si vous vous souvenez du film, mais il est tout pogné, il a des bandages partout sur la face, puis il est à l'hôpital, puis il est dans un gros casse, dans le fond, il fait son corps au complet. Puis ils vont le voir, puis quand il parle, il dit rien. Fait que c'était pas Patrick Huard qui le jouait, c'était un autre. Ce qui est quand même imaginatif, créatif. Mais ouais, fait que c'est Titanic. Faudrait que je regarde l'historique des 20 dernières années, là, voir s'il y en a un autre qui l'a dépassé depuis, comme Avatar, par exemple. Mais Titanic a été une énorme lancée. Ouais. Ça a été, si je me fais ce que tout le monde me dit, là, ça a été huge pendant des mois. Un peu comme Avatar, mais encore plus. Ah ouais. Ben pas personnellement, mettons. À la valeur de l'argent et tout, là, je parle. Ouais, ben moi je pense que... Quand Tom me dit ça, je pense en nombre de personnes qui sont venues. OK. Je veux dire. Okay. Fait que ça a été très, très gros. Puis le film français, je pense que c'est le film en français, mettons, là, français de France ou québécois, qui a eu le plus d'entrées. Puis je pense que c'est peut-être même le film qu'on a eu le plus de ventes pour. C'était Un homme et son péché. Le film de Séraphin. Ah oui, OK. Qui ont sorti en 2002, je pense. Lui avec Karine Vanasse, Leroy Dupuis. Ce film-là, ça a été... il y a eu du monde épouvantable. On avait eu la première au Pine. Je pense que ça est sorti entre 2000 puis 2003, dans ce coin-là. Puis la ville de Saint-Adèle avait fait un grand événement. Il avait fermé la rue Valiquette. Il avait fait un genre de Nouveau-Québec. Pas Nouveau-Québec, mais genre Nouvelle-France. Nouvelle-France, ouais, excuse. Des maisons. Tu sais, ouais, il avait décoré à l'ancienne au tournant du siècle. Cool. Il y avait plein de gens. Mais tu sais, pas un petit affaire. Il avait fait ça avec une grosse partie du centre-ville. Là. Cool. Ça avait été un énorme lancement. Il y avait des charrues, des chevaux. Ben ouais. Il y a pour vraiment recréer parce que ça se passe à Saint-Adèle. Ah ouais, les pays d'en haut. Les pays d'en haut, exactement. Fait qu'il avait fait... c'est l'identité de Saint-Adèle, on peut dire. Mm-hmm. Fait que c'est un gros événement qui avait été lancé. Puis la sortie du film, c'était ça, le Big Peak Event. Donc, je sais que ça a marché. Tom m'a dit qu'il était à l'affiche 1 an ou quelque chose de ça. On va... vu que Charles Riendo n'est pas là, il veut nous recommander Hitcher de 1986. Il est pas là pour le présenter, fait que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais c'est ça qu'on écoute pour dans 2 semaines, pour le prochain enregistrement, en fait.